Les montres de running, la variabilité de la fréquence cardiaque, la VO2 max, les entraînements, les blessures multiples, plein de questions que tu te poses et auxquelles on aura la réponse dans cette vidéo avec Jean-Cyril, que tu peux voir tout de suite. J'ai commencé à m'occuper de sportif quasiment dès mon diplôme, voire même un petit peu avant mon diplôme, hein, puisque voilà, j'avais des sportifs dans mon entourage. Je pratiquais du vol à voile à l'époque, et dans mon club, j'avais des gars qui étaient en équipe de France. Donc naturellement, je me suis occupé un petit peu d'eux. Et en fait, la course à pied, j'aime bien dire que pour moi, c'est le sport un peu socle de tout le monde. Dès qu'on veut faire un peu de prépa physique, toujours un moment où les gens vont travailler de la course à pied, et puis forcément. Toi, tu es le kiné et tu essaies de comprendre un petit peu comment ça se passe. Bon, à l'époque, hein, je te parle de ça, c'était en 2000. On n'avait pas beaucoup de publications, on n'avait pas beaucoup de trucs, donc on tâtonnait un peu, on essayait de comprendre un peu en se disant tiens, observe, qu'est-ce qui se passe là, comment il réagit. Donc on a appris beaucoup de choses de façon un peu intuitive, et puis ensuite on développe un peu tout ça au gré des formations avec un tel et un tel. Et puis on remet des idées qu'on avait en place en se disant, tiens, en fait, la science nous donne pas raison sur ce truc-là, puis on évolue. Puis voilà, on est 25 ans plus tard et je suis toujours à m'occuper de coureurs ou de gens qui courent. Et puis au passage, je m'étais occupé un petit peu pendant un moment en club de sportifs, de coureurs hors stade. Donc vraiment histoire d'aller chercher un peu des gens, aider à l'entraînement un peu sur des gens qui allaient courir des 10, des semi, des marathons. Donc voilà, c'est une petite expérience qui était intéressante. J'ai fait ça 2, 3 ans et j'ai bien aimé cette période. C'était sympa. Ça donnait un peu cette double casquette, et kiné et entraînement, et d'aller bosser un peu sur les deux, quoi. C'est un métier qui se développe beaucoup, le coach et le coach à distance. Actuellement, on en voit beaucoup. Et vachement avec l'essor des monstres et des montres, des montres et de Strava, ça permet de suivre assez précisément. On passe pas forcément Strava, mais au moins les connexions Garmin, Ouais, les intervalles, les cycles. j'ajouterais même dans ton équation les montres, ces réseaux sociaux de running et de l'IA, parce que je trouve qu'on voit de plus en plus d'IA arriver. Il y a 10 ans, dans les montres, tu avais des fois des programmes qui existaient, qui n'étaient pas forcément adaptés aux gens, et avec toutes les données que les montres arrivent à sortir, tu rajoutes de l'IA, et finalement, tu peux avoir un programme d'entraînement vraiment aux petits oignons, hein, là-dessus, avec t'as bien dormi, t'as mal dormi, t'as une bonne variabilité de fréquence cardiaque ou pas. Et la montre va te dire, ok, c'est le jour pour aller te taper un peu dedans, ou au contraire, vas-y, un peu tranquille aujourd'hui. Voilà, ça, je dirais pas que ça remplace un coach. On n'en est pas encore là, mais on a des données que parfois certains coachs n'ont pas. Et finalement, il y a peut-être sûrement un truc à croiser un peu entre les deux. Ouais, et puis ça te donne des allures. Moi, j'ai mon entraînement d'un côté et d'un autre côté, je fais du seuil et c'est calibré par l'IA. Je lui dis, je suis à tant de temps, je cours à cette vitesse-là, j'ai ces objectifs-là. Ouais, Et toutes les semaines, il me dit, là, tu cours à temps, là, tu cours à temps, tu fais telle distance, tu fais quel temps, etc. C'est ouais. incroyable. La montre peut le gérer toute seule, ou alors tu peux te paramétrer souvent sur beaucoup de montres. Une allure mini, une allure maxi, une fréquence cardiaque mini, une fréquence cardiaque maxi. Pourquoi pas travailler aussi sur la cadence de foulée. Enfin, c'est assez fou ce que les montres peuvent nous proposer. Alors, je dirais, depuis longtemps, je suis assez fan que les coureurs utilisent leur montre. D'abord, au moins pour le cardio. On a ces données un petit peu parce que à la fin de la séance, la montre va te sortir déjà une donnée, c'est dire au maxi de ta période, combien de temps tu as passé dans telle zone de fréquence cardiaque. Donc savoir finalement si tu es monté un peu dans les tours ou pas dans les tours, ce qui nous permet de croiser ça avec un truc qu'on appelle l'échelle de Borg, qui donne une note de 0 à 10 à l'intensité de la séance, et qui nous permet de quantifier déjà un petit peu et l'intensité de la séance
et sa durée, et de voir quelle charge on a mis sur l'organisme. Et ça, il y a des outils qui nous permettent, des travaux de Team Gabet, qui nous permettent de définir un petit peu quel est le risque de blessure quand on compare ce qu'on a fait cette semaine par rapport à la semaine dernière. Donc ça, c'est une métrique qui est importante. Ensuite, en tant que kiné, j'aime bien que les gens aient une montre parce que ça sort finalement tout un tas de données sur la vitesse à laquelle ils ont couru leur séance, quelle plage de fréquence cardiaque, quelle distance, merci le GPS, etc. Donc on a tout un tas d'infos qui, encore une fois, nous permettent de mesurer aussi bien où on peut se situer en termes de performance et comment on peut modifier les trucs pour la performance, et surtout comment on peut moduler tout ça en fonction d'éventuelles ou blessures existantes ou risques de prévention de blessures. Toi, tu l'utilises dans ta pratique, c'est-à-dire quand tu as un coureur, tu lui dis montre-moi ta Garmin ou montre-moi ton Strava? Ouais, ouais, Ouais. j'aime bien qu'ils me sortent le Strava et avoir un peu une idée des séances qu'ils font. Quelqu'un qui est blessé, on va dire, blessure un peu récente, depuis moins de 3 mois. J'aime bien les regarder un petit peu sur les 3 mois avant, quel type de séance il a fait, et éventuellement d'essayer de comprendre ce qui, dans sa pratique, a pu aider à générer tout ça. Nos blessures du coureur, c'est des blessures de surentraînement. Et ces blessures de surentraînement, à un moment, on trouve peut-être qu'on a mis trop de vitesse, soit on a mis trop de distance, soit on s'est mis à rajouter des côtes, soit on s'est mis à changer de terrain, soit on s'est mis à faire des fractionnés qu'on faisait pas avant. Et tous ces petits trucs-là vont jouer sur notre risque de blessure, notre cause de blessure, et puis ça te donne une info, dire, ok, il s'est mis à faire du fractionné, il a une tendinopathie d'Achille, peut-être qu'il est attaqueur talon, mais que d'un seul coup, avec le fractionné et la vitesse, il s'est mis à attaquer sur l'avant-pied, il a tracté plus sur son tendon d'Achille qui était pas prêt, et donc j'ai déjà cette info, avant même d'avoir pu regarder le patient, j'ai déjà cette petite info, ce petit truc qui me donne une piste. Ça marche pas, mais j'ai déjà au moins un premier faisceau d'indices. Ah, excellent, c'est excellent. Et qu'est-ce que tu penses des données donc tu me dis, ouais, toi, tu me disais que les données étaient assez exactes pour toi, et assez correctes. Ouais, alors il y a eu des études qui sont sorties là-dessus, ils se sont amusés à mesurer des ceintures cardio-fréquence-mètre qui étaient données comme étant un peu l'étalon-mètre, le gold standard de tout ça. Ils ont comparé un peu les montres. Il y a des petits écarts, mais ces petits écarts, on parle de pourcents d'écart. Quand on est à 2, 3, 4%, alors oui, c'est un écart, mais c'est pas forcément un écart qui est très très significatif. Et globalement, sur un athlète, monsieur, madame, tout le monde, 2% d'écart sur une mesure de fréquence cardiaque, ça nous fera 3, 4 battements d'écart. On s'en fout, on n'est pas dans cette précision-là. Après, un athlète de très haut niveau, ok, on pourra peut-être aller chercher un truc, mais globalement, c'est largement suffisant. Ça donne des métriques. Alors, dans ces métriques, on a la fréquence cardiaque qui est intéressante, mais on a aussi beaucoup d'autres métriques. Les montres peuvent nous donner une idée du déplacement vertical, de la cadence, de la fréquence respiratoire. Certaines commencent à nous donner des métriques sur les lactates. Alors, elles mesurent pas directement les lactates. Par contre, avec des algorithmes en fonction de ta fréquence cardiaque, de ta fréquence respiratoire, de ta variabilité de fréquence cardiaque, ils arrivent à calculer finalement un peu un taux de lactate. Et avec tout ça, soit nous on fait l'interprétation, soit l'IA de la montre commence à faire un peu sa propre interprétation ou son calcul. Et là, on a des données qui sont très intéressantes. La première, quand tu parles d'IA, il y a que l'Apple Watch, les Garmin, il n'y a pas d'IA. Garmin commence à faire un petit peu d'IA, hein. Il me semble qu'ils sont en train de. On va reparler un petit peu après du choix des montres. On en avait déjà parlé un peu en off ce matin, mais Garmin est en train d'arriver sur ça. Alors je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une formule avec abonnement qui soit en train de poindre le bout de son nez, mais il commence à mettre un petit peu de tout ça dedans. Alors après, je connais moins Suunto, Polar parce que je suis moins utilisateur de ces marques-là, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, ça va gérer un petit peu tout ça. Après, sans même parler d'IA, ces métriques, quand tu, quand par exemple la montre aujourd'hui peut te donner un score en te disant là, tu es en train de gagner en performance
ou au contraire, tu es plutôt en phase des entraînements où la montre va te dire, tiens, alors je crois que tu as une Garmin au poignet. Des fois, le matin, la montre peut te dire, c'est la bonne journée pour aller faire une grosse séance, ou au contraire, peut-être pas la journée pour aller chercher trop. Bah, concrètement, la montre, elle va avoir beaucoup, beaucoup de données. Elle va utiliser ta fréquence cardiaque, encore une fois, ta variabilité de fréquence cardiaque. On a une autre question hein, qui va arriver sur ce sujet. Elle va tenir compte de tous tes entraînements de ces derniers jours. Elle va tenir compte finalement peut-être de tous tes gestes du quotidien de ces derniers jours. Combien de pas tu fais, comment s'est passé ton cœur, est-ce que tu as monté des côtes, est-ce que ta variabilité de fréquence cardiaque est bonne? Pourquoi pas ton sommeil aussi? Elle a été mesurer ton sommeil, si tu avais suffisamment de sommeil profond, de sommeil léger, de sommeil tout court. Et tout ça, nous, on peut essayer de faire ces calculs. L'équation de Team Gabet, hein, j'en parlais un peu tout à l'heure, nous permet de prédire un peu le risque de blessure. Mais on utilise, nous, que les séances d'entraînement, donc on n'a pas tout ce qui se passe à côté, que la montre connaît. Et on utilise finalement que la durée de la séance, l'intensité de la séance, mais on ne sait pas combien d'accélération il a mis, on ne sait pas comment il a récupéré de tout ça, on ne sait pas ce qu'il a fait en dehors, et finalement la montre, elle est capable d'avoir tout ça. Alors on peut l'avoir aussi, mais du coup, pour nous kinés, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, et en pratique libérale, c'est très, très compliqué. Dans des clubs sportifs de haut niveau, ils ont des data scientists qui sont là pour ça et qui vont tout mesurer avec des GPS, avec des trucs, et ils ont souvent des logiciels qui t'aident. Mais en pratique quotidienne, ben, pour nous, la montre, ça nous aide beaucoup parce que ben, ça va chercher plus de données qu'on n'a pas. Ouais, moi, si j'écoute la montre en termes de sommeil, de forme et d'énergie, je sors plus jamais, hein. Elle me dit toujours, t'es trop fatigué, tu t'es trop entraîné, t'as pas assez dormi. C'est tous les jours que si je l'écoute, je Alors, reste chez moi, quoi. ça, c'est la problématique du truc, c'est est-ce que ça peut ne pas être un peu angoissant d'avoir trop de données des fois? Je dirais, ça dépend. Alors, effectivement, dans ton cas, peut-être que sur le coup, tu es sur une phase où tu es un peu dans le rouge et bah, va falloir trouver un petit moment pour se reposer. Mais ça dépend beaucoup des gens. Alors, tu as des gens qui aiment bien être entourés d'énormément de data, qui sont rassurés par tout ça et qui arrivent à prendre un petit peu de recul quand les datas sont un peu moins bonnes. Et puis, tu as des patients qui, au contraire, vont me dire oula, ça me sature d'infos, vous n'avez pas vu ci, vous n'avez pas vu ça. On a des fois des profils de patients un petit peu anxieux, un peu cérébraux là-dessus. Et dans ce cas-là, je leur dis écoutez, écoutez un petit peu moins, ou vous me faites confiance, je regarde, je vous guide, ou alors à la limite, remettez une montre mécanique, classique, deux aiguilles, l'heure, les minutes. Et pour le reste, on va y aller un peu autrement. C'est deux façons de voir les choses. Faut savoir aussi. Prendre en compte cette dimension humaine du patient et pondérer un petit peu. Ça me fait rebondir un peu pendant un moment sur de l'analyse de foulée. On utilisait beaucoup de petits capteurs d'accéléromètre qu'on plaçait un peu partout sur le patient. C'était génial parce que ça te donnait mais alors, des tonnes et des tonnes de data. Donc on savait exactement combien de millisecondes le pied passait au sol, quel angle le pied attaquait, comment le genou se positionnait, combien de G, de kilos on avait en force de freinage, de force d'impact. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très angoissant pour le patient parce qu'on a toujours des petites asymétries. Et le patient il va dire, ouais, mais alors attends, mon pied droit, il n'est pas exactement comme mon pied gauche ou mon genou droit comme mon genou gauche. Et finalement, bah, tu crées plus de stress et d'angoisse chez les gens parce que les gens ont cette conception de se dire, faut être bien symétrique, faut être bien ceci, bien cela. Et en fait, des fois, il vaut mieux couper un peu sur ces datas ou pas leur donner et les garder pour nous, les interpréter avec du recul. Et souvent, le patient va beaucoup mieux. Il faut pas leur créer de stress aux gens comme ça et d'angoisse. Je pense pas que ce soit un bon axe de traitement pour nous. On a couru ensemble, pas avec toi, mais la semaine dernière avec les kinés. Ouais, parce que vous m'avez pas invité, vous m'avez pas dit de venir avec mes chaussures d'ailleurs. Je retiens. Et il y a un des kinés qui court, je sais pas comment, il a les jambes comme ça, tu vois. Ouais, Il y a un autre kiné qui m'a dit non mais c'est la honte, on est kiné, il court n'importe comment, il pourrait quand même avoir une plus belle foulée que ça. Bref, ouais. c'était pour l'anecdote. C'est encore une fois.
Nous, kinés, c'est un peu un de nos biais de nos formations. Quand on a eu nos formations il y a un moment, c'est que on nous a toujours dit, il faut que le corps soit bien aligné, tout soit bien droit, etc. Sinon, c'est plein de problèmes. Puis on se rend compte aujourd'hui, bah, il y a plein de gens qui sont, je vais être un peu méchant, mais un peu tordus, un truc qui va pas bien symétrique, etc. Et en fait, on s'est rendu compte bah, que ces trucs-là, très souvent, c'est des trucs qui sont de naissance, qu'on a des gens qui sont comme ça peut être un schéma moteur, ça peut être une suite de blessures, ça peut être beaucoup de raisons. Puis finalement, les gens, ils sont adaptés à ce schéma-là. Donc, on va avoir une course des tendons, une course des muscles, l'articulation, tout s'est adapté à ce truc-là. Et puis, bah, on a des gens qui sont un peu tordus, et puis ça les empêche pas de bien courir. Puis ça augmente pas leur risque de blessure, entre autres sur le valgus dynamique, sur le genou, courir avec un peu les genoux en dedans et les pieds qui partent vers le dehors. On a longtemps dit, oh là là, fais attention avec ça, tu vas te créer des syndromes fémoro-patellaires. Et puis en fait, bah, on s'est dit, alors, quelqu'un qui a un syndrome fémoro-patellaire peut aggraver ce truc-là, mais c'est pas parce que tu as ce truc-là que forcément tu auras un syndrome fémoro-patellaire. On a beaucoup de gens qui ont ces trucs-là et qui feront jamais de syndrome fémoro-patellaire. Et inversement, on a des gens qui ont des genoux parfaitement droits, qui d'un seul coup vont déclencher un syndrome fémoro-patellaire pour des problèmes d'entraînement, de choses comme ça. Et à ce moment-là, ouais, il va y avoir des inhibitions de muscles et le truc va s'aggraver. Mais c'est assez déroutant un peu quand on voit ces trucs-là, ces études, parce que ben, quand on a appris à regarder les choses dans un sens, d'avoir un peu un moule très biomécanique, où on nous dit il faut que ce soit droit, il faut que ça fonctionne comme ci, comme ça, ben, quand on a un patient qui sort de ses cases, les premières fois on est complètement tétanisé, on se dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Puis bon, en fait, plein de gens courent un peu tordus, ça les empêche pas de bien courir. Bon, même des kinés apparemment. Donc, Ouais, ouais. alors, les lactates, concrètement, quand on est sur des filières anaérobie lactique, c'est le cycle de Krebs. En fait, on va consommer de l'oxygène et à un moment, dans le cycle de Krebs, on va produire des lactates. Ces lactates, normalement, quand on a un effort qui est bien mesuré, on en produit, puis on les récupère et ça nous sert de substrat pour redonner de l'énergie. En fait, on fonctionne un peu en cycle fermé. Et puis à un moment, bah, si l'effort devient trop important, on a ce taux de lactate qui va augmenter un petit peu fort, qui souvent peut nous donner alors un petit peu ces sensations de petites crampes, de petites douleurs. Alors, en soi, c'est pas vraiment les lactates qui donnent les douleurs, mais plus des ions H+ qui sont à côté. Enfin voilà, ça c'est pour faire un peu le mec qui coupe les cheveux en quatre. Techniquement, si on a des douleurs après l'effort, c'est pas parce qu'on a trop de lactates, hein. Les lactates, c'est un truc qu'on élimine très rapidement. Mais même si on les élimine en 30-40 minutes après l'effort, faut quand même qu'on arrive à les éliminer. Et à un moment, quand on court, bah, le taux de lactate, il va monter. Et ça va limiter un peu notre effort au bout d'un moment. Ça va carrément, si on n'arrive plus à les récupérer, ben on va s'arrêter de courir. On va arriver complètement cramé. Donc, l'idée, c'est de s'entraîner à un seuil où quand on a une séance au seuil, on va essayer de produire beaucoup de lactate, mais pas trop, de manière à ce qu'on arrive quand même à les recycler. L'idée des séances au seuil, parlant de lactate, c'est justement d'habituer un petit peu notre organisme à fonctionner avec des lactates, avec un gros taux de lactate, d'entraîner notre corps à récupérer ces lactates un petit peu plus, à les recycler un peu plus. Et ça, c'est des séances qui nous améliorent beaucoup, on va dire, nos capacités d'endurance. Ça améliore nos capacités de vitesse. L'idée, c'est de travailler un petit peu avec tout ça. Souvent, on va avoir des séances. Alors, soit on appelle ça un tempo run. Donc, on va courir à la vitesse un peu seuil pendant 20-30 minutes. On sait que c'est un peu le seuil maxi qu'on pourra tenir avec un gros taux de lactate. Soit on va faire des intervalles de seuil, c'est un peu un fractionné où on va se mettre, ben, mettons, 4-6 répétitions autour de 5 minutes, par exemple, avec un gros taux de lactate. Puis ensuite, on fait 1 ou 2 minutes de récup, de jogging un peu plus léger pour faire redescendre le taux. Et puis on repart à nouveau avec un taux important. L'idée, c'est d'habituer un peu en fractionné notre organisme à tout ça. On s'habitue ou on l'améliore?
On un peu des 2 en fait, c'est une très bonne question. C'est que et on va s'habituer à avoir des gros taux de lactate, et on va, entraîner notre organisme à les recycler un peu plus, à les recycler un petit peu plus vite. Mais ça, c'est des séances qui sont un petit peu, indispensables, hein, pour quelqu'un qui vise, des distances, on va dire, de 5 kilomètres au marathon. Faut vraiment aller s'entraîner avec des séances de seuil parce que, bah, c'est des séances qui et nous font travailler le mental, parce que c'est des séances qui sont difficiles, et nous font travailler encore une fois l'endurance et la performance. Donc on est plutôt bien de ce côté-là. Le taux, ça se mesure dans le sang. Habituellement, toi, tout à l'heure, tu me disais Ouais, que les montres, elles arrivaient à l'évaluer avec différents facteurs. ouais, c'est ça. En fait, elles prennent des algorithmes où on a et de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque, pourquoi pas de la saturation du sang en oxygène, tout un tas de trucs. C'est un algorithme qui peut être plus ou moins fiable. Il y a même des montres qui te proposent des entraînements d'ailleurs, hein, qui fonctionnent de ça, vont évaluer un peu les trucs, qui vont dire, bah, écoute, si tu veux travailler au seuil, cours un peu plus vite, cours un peu moins vite, et qui vont régler un petit peu ça. Mais l'idéal, c'est de faire des prises de sang un peu sur le terrain. Alors ça, très Mais quoi, avec un clairement, truc nous dans le qui, doigt? Ouais. ouais, c'est ça. Avant, c'est dans le lobe de l'oreille, hein, quand tu vois des gens sur des trucs un peu de haut niveau, où tu as des scientifiques sur le bord, souvent ils vont piquer un petit peu au niveau du lobe de l'oreille, ça fait pas mal. On prend une ou deux gouttes de sang, on mesure le taux de lactate au cours de l'effort, après l'effort, voir un peu la vitesse de récupération, sous combien de temps on arrive à les éliminer complètement. Ça, c'est un critère qui peut être important dans le suivi de nos sportifs. Je te parlais aussi de la variabilité de la fréquence cardiaque. Concrètement, notre fréquence cardiaque, elle est jamais stable à 100%, elle va varier un petit peu. Alors, quand on a une variabilité de fréquence cardiaque qui est plutôt élevée, ça veut dire que finalement, notre corps est plutôt apte à aller faire un effort. À l'inverse, quand ta variation de fréquence cardiaque est plutôt faible, c'est plutôt un signe de fatigue, de stress excessif. Alors ça peut être un stress physique, ça peut être un stress mental. Ça, par contre, les montres savent très très bien le mesurer aujourd'hui, hein, quels que soient les fabricants. La VFC, ça fait partie des trucs qu'elle mesure, qu'elle mesure plutôt bien. Et tu as certaines montres, donc alors Garmin, encore une fois, on leur fait pas de pub, mais tu as une Garmin au poignet. Quand Garmin le matin te dit ouais, c'est la bonne journée pour aller taper un peu dedans, un des critères qui lui fait dire ça, c'est ta variabilité de fréquence cardiaque. Donc, ça, c'est un petit truc que nous, on peut essayer de mesurer tout ça. Sur l'appli santé d'Apple, par exemple, tu vas avoir jour par jour ta variabilité de fréquence cardiaque. Tu peux voir sur une semaine, sur un mois, sur un an, bah, comment elle évolue. Et ça te permet de te dire un petit peu, tiens, pourquoi pas, voilà, elle est un peu plus haute. Ok, je vais peut-être aller me faire un fractionné un peu dur. Là, elle est un peu plus basse. Ok, bah, je vais rester sur 6, 7, 8 bornes, à allure un peu tranquille. Là, on pousse un peu les critères de l'entraînement, mais pourquoi pas? C'est peut-être sûrement comme ça qu'on devrait Incroyable. aller un petit peu travailler aujourd'hui. Alors concrètement, tu fais de l'athlé, j'ai entraîné des sportifs. Quand on est sur le terrain, sur le bord d'une piste, est-ce que c'est la façon dont on le fait? Pas forcément. Est-ce que c'est la façon dont un sportif de haut niveau irait peut-être le faire? Là, je pense qu'on est quand même beaucoup plus dans ces cadres-là. Mais après tout, pourquoi est-ce qu'un amateur ne le ferait pas? Ouais, et ce qui est extraordinaire, c'est que ça prédit presque la maladie. C'est-à-dire que quand tu vois des changements importants dans ta VFC, il y a quand même, moi, c'est arrivé, je me dis, tiens, il y a un truc qui va pas, et boum, j'étais malade, quoi. Et le temps que la maladie parte, c'est pareil, la VFC était pas bonne. Ouais. Et c'était, ouais, c'était sur la montre, quoi. C'était sur la montre, ouais. C'était sur la montre. Je sais qu'Apple, en période de Covid, avait un petit peu retrouvé des constantes sur les données des Apple Watch, sur des gens qui étaient, entre guillemets, en pré-Covid. C'est vrai on avait une petite période hein, où on n'était pas forcément bien détectable au test sur les un ou deux premiers jours. Mais la montre pouvait repérer une légère augmentation de température, des variations de la fréquence cardiaque, variation de la fréquence respiratoire, variation de la saturation en oxygène. Et ces trucs-là, ils s'étaient dit, alors, ils l'avaient pas fiabilisé à mort. C'était pas forcément spécifique du Covid, mais il y avait plutôt une bonne sensibilité en se disant, attention là, on a repéré qu'il y a un truc qui commence à clocher un petit peu. Et je suis persuadé que dans quelques années, avec un petit peu plus de capteurs au niveau des montres,
on aura un vrai laboratoire médical hein, au poignet qui nous donnera des données, qui sera peut-être capable d'anticiper des fois des trucs un petit peu avant qu'on les repère, avant qu'on repère d'autres signes cliniques un peu plus importants. C'est un peu flippant, hein, parce que si Apple il est au courant que j'ai je sais pas quelle maladie avant moi au niveau des données, c'est encore pire qu'avant, quoi. C'est là que toute l'utilisation des données, est-ce que tes données t'appartiennent? Est-ce que c'est traité sur un cloud? Est-ce que c'est traité en interne? Est-ce que quelqu'un a accès à ces données? Ouais, c'est des trucs qui amènent des réflexions un petit peu, que ce soit au niveau local. Alors, on sait qu'en Europe, hein, il y a le DMA, hein, le Digital, je sais plus quoi, Act, qui s'intéresse un peu à ces trucs-là, et on sait que du coup, bah, sur certains, que ce soit sur Google ou Android, ils ont des fonctions, par exemple, qu'ils peuvent avoir aux États-Unis, qu'ils peuvent pas forcément encore avoir chez nous. Et je suis persuadé qu'en santé, on va rapidement se prendre des grosses restrictions aussi, justement à cause de ces trucs-là, malheureusement. Ouais, il y Je a dis vachement de malheureusement parce que, alors, je comprends que ce soit flippant que quelqu'un ait accès à ces données, mais si quelqu'un n'a pas accès à ces données, si ces données sont bien sécurisées, euh, c'est un si qui est important. Pour moi, c'est important qu'on puisse avoir accès à ces données. Alors, sans devenir hypochondriaque, hein, mais je trouve ça absolument extraordinaire d'avoir Allez. Ouais. autant de données sur soi. Alors, encore une fois, il y a des gens que ça angoisse. Et moi, j'avoue que je suis pas. Alors, le tout, c'est de pas trop les regarder et de pas psychoser dessus. On a dit souvent que le poids, hein, c'est l'ennemi du coureur. Donc du coup, on est parti de ce principe-là en disant, faut pas se muscler parce que ben, tu vas prendre du poids et que du coup, tu vas perdre de la performance. Alors oui, le poids, c'est un ennemi chez le coureur. On s'est rendu compte, par exemple, que dans les tribus des Kalenjins, donc tous les Éthiopiens, Kenyans, Érythréens, c'est une tribu hein, qui croise un peu ces pays-là. Ils avaient une masse osseuse qui était quand même plutôt faible. Alors, ils ont le même nombre d'os que nous, mais c'est des os qui sont beaucoup plus légers que les nôtres, avec des taux de masse grasse qui sont très très faibles, on va dire un peu génétiquement, et aidés aussi par l'alimentation et par d'autres principes, hein, bien entendu. Mais du coup, ça permet d'avoir des coureurs qui sont très très faibles. Je fais la même taille qu'un Eliud Kipchoge, on n'a pas le même poids, et donc forcément, même si j'avais sa VO2 max, ce qui est loin d'être le cas, bah forcément, étant plus léger que moi, il va courir beaucoup plus vite. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter la musculation? C'est là qu'on a un petit peu, nous, notre rôle de kiné qui intervient. C'est que dans la musculation, on a plusieurs aspects. On peut gagner de la force, ou on va avoir de la force, et c'est très très bien, je vais y revenir, ou on peut travailler plus en hypertrophie, où là on va gagner de la masse. De la masse, ce qu'on veut, c'est être imposant, un peu comme un bodybuilder. Et ça, clairement, alors de l'hypertrophie, c'est pas le programme que je privilégierais chez un coureur parce que c'est vraiment très contre-productif. Par contre, renforcer, on a eu beaucoup d'études hein, qui sont sorties ces 10-15 dernières années qui nous ont montré que quand on va cibler un peu tout un tas de muscles, alors que ce soit des ischios, que ce soit des quadriceps, que ce soit tous les muscles du membre inférieur, plus tu te muscles, plus tu renforces, plus tu as des chances d'aller courir vite. Chez un sprinter, on peut se permettre d'avoir des volumes qui sont un peu importants. Chez des mecs qui font du 100 mètres, souvent c'est des mecs qui sont assez tankés hein, quand même. Ils ont besoin de générer beaucoup de puissance, beaucoup de force. Ils vont perdre un peu avec le poids, mais ils arrivent à trouver un compromis. Sur des gens qui font du marathon, très clairement, faut gagner de la force parce que ça va nous permettre de courir plus vite. Ça va améliorer notre endurance, ça va améliorer notre fatigabilité, ça va améliorer beaucoup de choses. Mais il faut qu'on arrive à le faire sans prendre de poids. Et c'est là qu'encore une fois, il faut qu'on travaille bien. Et le nombre de répétitions, et le nombre de séries, et le poids qu'on met, et les temps de repos. Tout ça, hein, il y a des grilles, il y a des tableaux qui existent, il y a des gens qui ont été publiés un petit peu sur ces trucs-là. Et nous, kinés, il faut qu'on s'approprie vraiment ces protocoles de renforcement, histoire de cibler bien tout ça. Oui, il faut qu'on gagne beaucoup de force, mais non, il faut pas qu'on gagne en hypertrophie. Oui, il faut qu'on gagne en endurance, mais non, faut pas qu'on gagne en hypertrophie. Oui, il faut qu'on gagne en puissance et ainsi de suite. Donc, bah, faut qu'on aille travailler sur certains paramètres musculaires et pas forcément sur les autres. Le renfort, c'est important pour la prévention des blessures, non?
Ouais, on a des papiers. Alors, il y a une étude qui commence à dater un peu, qui a été faite par un gars qui s'appelle Lowersen. C'est assez impressionnant. Il a fait une revue de littérature. Ça inclut, je crois, 25-26 000 participants dedans. Et il a montré justement que, il a montré plusieurs choses. D'abord, quand tu fais des étirements, ça prévient pas les blessures. Par contre, quand tu fais du renforcement musculaire, on a un vrai effet sur la prévention des blessures. Quand on fait aussi du travail de la proprioception, de la stabilité, on a aussi une diminution du risque de blessure. Donc à la limite, je pense que nous kinés, quand on a un coureur, faut aller le renforcer, faut le faire travailler dur, et on va avoir un effet et sur la performance. Ça c'est cool, on va gagner des minutes hein, sur un 5 km, sur un 10 km et les autres distances. Et on va prévenir un petit peu l'apparition des blessures. Donc c'est coup double. Ouais, dans la précédente vidéo, tu disais que toi, t'aimais bien mettre du lourd dans la muscu. Ouais, je reste toujours sur cette idée. La muscu, c'est mettre du lourd. C'est mettre du lourd et pas faire beaucoup de répétitions. Vaut mieux, à la limite, des fois les gens vont me dire, ah, attends, j'ai fait quoi? J'ai fait 45 répétitions sur ma séance, sur le groupe musculaire, c'est tout. Ouais, mais on a mis beaucoup de poids. Voire des fois, on va faire, allez, à la limite, 18 répétitions sur la séance, 3 séries de 6, mais avec un poids qui est énorme. Et là, on va avoir un vrai renforcement et on n'aura pas une grosse prise de masse, mais par contre, on aura une vraie gain de force. Et là, ça nous intéresse beaucoup chez nos coureurs. Tu fais bosser que le bas ou tu fais bosser aussi le haut? Il faut faire bosser le haut. Il faut faire bosser un petit peu ce que les Anglais appellent le corps, hein, vraiment le cœur un petit peu de notre organisme, ce truc un peu central du tronc. Concrètement, on fait quand même passer beaucoup de force dans nos jambes, hein. Et puis, ben, si on a le haut du corps qui va se désunir et qui part un peu dans tous les sens, qui est pas capable de contrer un peu ce mouvement plus ou moins inertiel, on va se désunir, on va perdre de la stabilité et on sera moins efficace. Donc, il faut qu'on arrive à avoir un tronc qui soit très très stable, avec deux jambes qui moulinent très fort en dessous. Donc, ben, pour avoir un tronc stable, il faut des muscles du tronc qui soient efficaces, et puis avoir des bras qui arrivent à contrer un petit peu cette inertie. Donc, il faudra qu'on travaille un petit peu les épaules, les bras. Alors, c'est pas ma priorité chez le coureur, mais c'est un truc qu'il faut quand même qu'on prenne en compte, qu'on prenne en charge. Et abdos, et beaucoup abdos. Ouais, abdos, et puis ceux sur les côtés, tout ce qui est carré des lombes, et muscles du dos aussi, parce que l'air de rien, ils vont nous aider, et on en a besoin, puis on peut pas travailler que les abdos et pas le reste. Mais ouais, 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 il y a des exercices de gainage avec des fois on a des abacs qui sont sortis, par exemple, sur des exercices de gainage au niveau du tronc, où il faut tenir des fois position, voilà, où on tient une horizontalité plus ou moins pendant 180 secondes, 240 secondes. Et ce qui est assez marrant pendant nos formations running, c'est qu'on a souvent des participants qui sont kinés, qui sont coureurs aussi, qui sont parfois de très bons coureurs. Et on est souvent assez loin des abacs ou des valeurs attendues de ce côté-là. Donc, comme quoi, on peut être et pro et coureur et être quand même loin de ce que certains recommandent comme, on va dire, le minimum syndical du gainage. Donc, bon, ben, faut qu'on bosse. Il y a un truc que je vois autour de moi en club et j'avais entendu une interview de Navarro qui disait ça aussi, c'est que pour eux le kiné c'est hebdo et qu'ils font tous les renforts avec un kiné, c'est-à-dire que ça passe pas par une salle, ça passe pas par des haltères à la maison, ça passe strict par le kiné, quoi. Alors, je sais pas si on doit passer strict par le kiné parce que moi, j'aime bien cette idée d'autonomiser quand même un petit peu mes patients. Maintenant, autonomiser les patients, ça veut pas dire ne plus les voir. Mais effectivement, je pense que le kiné a très largement sa place dans la musculation, dans le renfort, et que parfois on devrait, alors on n'a pas forcément toutes les compétences pour être un bon préparateur physique, mais on a beaucoup de compétences quand même qui se croisent avec celles du préparateur physique. En tout cas, quand on commence à être un peu kiné à vocation sportive, et que sans aller leur piquer leur boulot, ben au moins qu'on fasse notre boulot, qui certes croise une partie du leur. Mais ouais, on est parfaitement légitime à bosser avec des sportifs de tout niveau et d'encadrer leur renforcement et d'encadrer leurs séances. Et encore une fois,
c'est pas plus compliqué que d'aller faire travailler une mamie de 90 ans. Ce sera peut-être le même exercice, c'est juste l'intensité qu'on va mettre dans l'exercice. Donc, à nous de bosser avec tout ça, hein, mais ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on ait nos places et qu'on soit au contact des sportifs et qu'on soit présent dans les clubs de sport et que les clubs de sport nous identifient bien comme un intervenant important dans la prise en charge d'un athlète. Et autour de moi, il y a des gens qui vont voir des kinés. Il y a pas mal de gens qui vont en club de sport, tu vois, Ouais, en club de sport. Et après, il y a ceux qui font la muscu tout seul avec leurs haltères, quoi. ouais. Toi, tu dirais, bon, bah, tu vas un peu chez le kiné. Après, de ton côté, tu te débrouilles avec tes haltères, avec les exercices que tu as appris. Si tu veux Qui, un check, tu ouais, tournes. c'est ça. En fait, l'idée, c'est j'aime bien leur montrer l'exercice, voir s'ils l'ont bien compris, voir s'ils le font. Qu'ils le fassent chez eux, qu'ils le fassent à la salle de sport. Et on se revoit régulièrement pour voir où ils en sont, pour voir si la pratique est toujours la bonne et pour rajouter des exercices en plus, complexifier un petit peu leur programme et ainsi de suite. Après, encore une fois, des fois sur les salles de sport, on a des gens qui sont bons en muscu, mais qui ont peut-être pas forcément toujours la culture running et la connaissance spécifique du running. Le plus important, quand on prend un sportif, on a ce socle, cette base commune que le préparateur physique, que le coach en salle de sport, que le kiné ont. Et ensuite, on a vraiment ça c'est la culture générale et on doit avoir une culture spécifique et des connaissances spécifiques à chaque sport qu'on encadre. Un tennisman va faire travailler certains types de muscles, un pongiste d'autres, un nageur encore d'autres. Alors des fois, il y a des muscles qui vont être en commun, ok, mais qu'on n'utilisera pas forcément de la même façon. Et il faut qu'on ait cette culture running quand on encadre des coureurs avec, faut l'avoir expérimenté, même si on n'est pas un bon coureur nous-mêmes, faut avoir expérimenté, c'est quoi le renfort que va faire un coureur, c'est quoi une séance de côte, c'est quoi un fractionné, c'est quoi une séance de seuil, parce qu'on aura quand même, à notre humble niveau, une idée de ce que ça représente. Alors ouais, si tu as la chance d'avoir un champion olympique après dans tes patients, bah, il va pas l'expérimenter au même niveau que toi, mais à un moment, il sera passé par les mêmes sensations que toi. À son niveau, en courant 3 fois plus vite, mais il l'aura expérimenté. Je t'envoyais un message hier, on parlait des séances, on avait un petit échange sur les séances polarisées, et je te disais, bah, séance polarisée, tu fais à peu près 80% de ta séance à une allure honnête, vite mais pas trop, on rentre pas dans du seuil lactique. Et par contre, les 20 derniers pourcents de la séance, là, on essaie de bombarder un peu plus parce qu'on se dit, bah, ok, on va monter en lactique, on va monter en fatigue, on va courir sur un organisme qui est déjà un peu fatigué, mais en même temps, on va finir la séance au bout de ce truc-là. Donc derrière, c'est récup, c'est fin de séance et mentalement, bon, on se fait plaisir, on accélère sur la fin. Spontanément, c'est des trucs qu'on aime bien faire déjà et que beaucoup ont fait. Mais la séance polarisée, c'est ça. Et je te disais, bah voilà, concrètement, la séance polarisée, c'est des trucs que font beaucoup les Kenyans. Quand tu regardes les séances, bah, on va dire que l'allure cool, ça va être 17 à l'heure. Et quand ils finissent, ils sont à 22, 23. Ce qui fait rêver beaucoup de gens. Maintenant, si toi, tu l'expérimentes et que tu cours à 9-10 ta séance, c'est très bien. Et que tu finis à 13-14, ben, ok, tu auras eu ton feeling d'être allé loin et d'avoir dépassé un peu tes limites et de t'être mis un peu dans le rouge sur ces 20 derniers pourcents. Ce sera pas le même rouge qu'un Kenyan, tu seras pas aux mêmes vitesses, mais tu auras connu le rouge quand même. Et cette sensation de dire, ouah, je suis content de voir la ligne d'arrivée et je suis content que la séance soit finie. Et tu auras les jambes un peu lourdes, comme le Kenyan les aura aussi. Et tu auras expérimenté le truc et tu auras au moins une connaissance, tu te rendras compte de ce que fait cette séance sur ton organisme. Ouais, puis ça doit être. Il y a deux trucs, c'est que ça doit être assez kiffant comme sensation. Et puis ce qui est un peu chiant quand tu cours, c'est que tu as l'impression de faire tout le temps les mêmes trucs. Alors dès que tu as un peu de variété, tu prends beaucoup de plaisir à changer un peu de séance, ouais. Ouais, pour ça, j'aime bien le polariser. Voilà, même si c'est très cadré, c'est dire, ok, je cours cool. Et je sais que si je fais un 10 bornes au kilomètre 8, on Boum. bascule du côté où on accélère un petit peu. Ou alors,
pour ceux qui ont envie de rompre un peu la monotonie, tu as le fartlek, où c'est des séances où tu te dis, bah ok, à un moment, je cours, je suis tranquille, puis tiens, bah là, il y a une poubelle au coin de la rue. Dès que j'ai passé la poubelle, bah, jusqu'au feu rouge suivant ou jusqu'à la poste, j'accélère un peu, puis de la poste au petit pont qui est à côté de la rivière, là, je vais recourir un peu cool. En fait, l'idée, c'est vraiment d'y aller au feeling, à l'intention. Alors du coup, c'est peut-être pas le meilleur entraînement parce que tu contrôles pas combien de temps tu passes dans le rouge, tu contrôles pas ta vitesse, mais mais je pense qu'on ne devrait pas avoir de séance à allure constante ou à difficulté constante ou à problématique constante, toujours la même, parce que c'est des séances, quand t'as pas de variabilité dans ta séance, tu génères assez peu d'adaptation et tu génères assez peu de progrès. Te dire, je fais une sortie, je fais un 10 bornes à 8, 10, 12, 15 km heure, en fonction de tes perfs, mais que tu fais que ça, tranquille, sur du plat, t'es à allure constante, c'est très bien pour la perf, mais c'est pas une séance qui te fait progresser. Alors que de te dire, ok, je pars pour mon 10 bornes, pareil, je vais y aller à un moment, ok, mon allure c'est 12, je me mets à 12, mais au moins, tous les kilomètres, je me mets un petit coup de plus, quoi. Un petit coup de, je fais 100, 200, 400 mètres, ou voilà, au feeling, mais je change un peu. Tu auras cette variation de vitesse, tu auras cette montée dans les tours du cœur, tu auras cette montée dans les tours de ta fréquence respiratoire. Ta foulée va changer un petit peu, tu vas solliciter d'autres tissus, tu vas aller te chercher un petit peu, tu mettras tes filières énergétiques un petit peu plus à contribution, et là, tu vas créer un peu plus d'adaptation, tu auras un peu plus de progrès, et finalement, ta séance, elle sera un peu plus productive. Même si, voilà, t'as pas fait un programme de fou trop scientifique, mais tu t'es dit, ok, bah voilà, du petit café qui est là jusqu'au libraire plus loin, j'ai accéléré un petit peu, et au moins, ce sera bénéfique. T'auras amélioré d'un tout petit micro pourcentage ta VO2 max ou ta VMA, mais t'auras progressé un petit peu. Mais je Alors, trouve sur la que question des blessures multiples, ça, c'est très challengeant hein, pour nous kinés. Parce que quand tu as déjà une blessure, faut que tu essaies d'identifier le pourquoi ton athlète il s'est blessé. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est fait mal? Et quand tu as des blessures multiples, bah, tu vas essayer de chercher qu'est-ce qui a pu créer la blessure A, qu'est-ce qui a pu créer la blessure B, et tu vas essayer de mettre finalement le dénominateur commun, tous les points communs ensemble, en te disant, OK, à un moment, il s'est mis à faire du fractionné qu'il faisait pas. Alors, qu'est-ce que le fractionné a pu impliquer et comment mon fractionné a pu jouer sur sa blessure du genou, sa blessure de la cheville, sa blessure du dos? J'ai envie de dire, tu as un peu deux groupes, tu as deux régions anatomiques hein, qui retrouvent un peu ces mêmes étiologies. Tu as la région pied, tendon d'Achille, mollet. Ça, pour moi, c'est une région. Et si tu as plusieurs blessures sur cette zone-là, c'est facile, elles ont toutes la même origine. Tu as la zone après genou, hanche, dos. C'est facile, c'est toujours la même origine aussi. Alors, quand tu as deux blessures, tu as mal au genou et tu as mal au dos, c'est assez facile parce que finalement, tu vas retrouver les mêmes causes. Par contre, effectivement, quand tu trouves un tendon d'Achille et de la douleur au dos en même temps, c'est là que c'est beaucoup plus challengeant parce que ce qui va soulager l'un va remettre plus de contraintes sur l'autre. et, Et et c'est là que, et c'est là, alors j'ai pas de recette toute faite, hein, j'ai pas un truc à dire, voilà, en disant, bah écoute, Achille et dos, faut absolument que tu fasses ça, et j'ai la recette miracle. On pourrait faire une vidéo en disant 5 exercices incontournables pour soigner et ton dos et ton tendon d'Achille. c'est la Ça, prochaine. c'est les grands classiques d'Insta. Et puis il y aura un mec qui dira, alors, ta vidéo avec 5, moi je vais en faire 7. Puis un autre qui dira, mais vous êtes nuls, moi en 3 exercices, je résous tous vos problèmes. Mais après, chaque cas s'étudie vraiment en particulier. Très concrètement, des gens qui ont vraiment des blessures sur ces deux zones, et la zone basse, pied, Achille, mollet, et haute, genou, hanche, dos. J'ai pas souvenir d'avoir vu des coureurs qui étaient blessés sur les deux en même temps, ou alors ça m'a pas marqué à ce moment-là. Classiquement, c'est un groupe, l'autre groupe. Mais c'est pas trop compliqué parce qu'en fait, la cause est la même. C'est qu'à un moment, soit il y a trop d'attaques talons, soit il y a trop d'attaques avant-pied, soit il y a un terrain, soit il fait trop de montée de côte, soit trop de descente de côte. Il y a un petit truc qui cloche.
Et souvent, quand on arrête de faire clocher ce truc-là, ben, on résout un peu les problématiques qui vont améliorer tous les symptômes du patient. Euh, Après, je pense que quand on est un peu novice sur les spécificités d'un sport, le running par exemple, on peut s'en mêler peut-être un peu les pinceaux au début en se disant, alors attends, il a mal au genou, il a mal au dos, ça fait beaucoup d'un coup, je préfère en traiter un puis après traiter l'autre. Et puis finalement, bah, quand à un moment, tu as un peu plus d'expérience, je pense, sur un sujet, après, ça dépend des goûts de chacun, mais quand de temps en temps, tu as, un patient qui est vraiment difficile, compliqué, parce que il a multiples pathologies, il a plein de petits bugs. Éventuellement, il n'est pas du tout observant de ce que tu vas pouvoir lui recommander. Là, clairement, hein, j'ai un patient en ce moment, il est super. Euh, des affinités sportives avec lui sur les sports qu'il pratique, tout ça. Mais à chaque fois, il revient, je lui dis, bon, ça a été le week-end, ça a été cool. Ouais, je suis allé me promener à tel endroit, on a fait des trucs, rando, kitesurf, trucs bidule, machin. Et puis, dans la semaine, j'étais faire ci, je faire ça. Et à chaque fois, je me dis, à quel moment vous m'écoutez? À quel moment, quand on dit, on va y aller cool ce week-end, on va viser plutôt ci et ça, on essaie d'aller dans ce sens. Ça, c'est de l'alliance thérapeutique, hein. C'est un moment que ben, on travaille main dans la main avec le patient et qu'on arrive à trouver une zone qui lui convienne, qui nous convienne et qu'il ait compris le pourquoi on veut l'amener dans cette zone-là et qui réalise le pourquoi c'est mieux pour lui et on travaille dans la même direction. C'est pas toujours facile à obtenir. Il n'y a pas de recette magique, secrète qui marche à tous les coups. Mais ouais, faut qu'on réussisse à avoir ce lien avec le patient qui se fait et qui se fait bien et qu'on avance. Et pour mes problèmes de digestion, de peau, de boutons, d'irritation, de plaques rouges, le kiné, il n'intervient pas ou c'est juste globalement, t'es trop Alors, fatigué, il faut que tu te calmes. sur les problèmes de digestion, je dirais là, va falloir aller voir plus un spécialiste de la spécialité, comme on dit, où j'avoue ne pas être très compétent sur tout ce qui est alimentation. Mais j'ai la chance, hein, sur l'Est parisien d'avoir quelques diètes et nutritionnistes de très très haut niveau à qui j'envoie volontiers les patients. Après, par contre, sur tout ce qui est irritation, etc., rougeur cutanée, ça, c'est des trucs hein, qu'on voit sur la formation running parce que ben, quand on est kiné de terrain, c'est des trucs qui sont assez fréquents. Ce qu'on va retrouver en cause fréquente, alors soit c'est des frictions, on va dire, par des causes externes. Ça peut être une chaussure qui est un peu trop serrée par rapport à ton pied. Ça peut être des vêtements qui sont un peu trop serrés ou pourquoi pas tu mets un gilet d'hydratation sur le t-shirt. Ton t-shirt il est ample, mais ton gilet il est très serré parce que t'as pas envie qu'il bouge dans tous les sens et qu'en fait bah, ton gilet il vient frotter à chaque mouvement. On sait que c'est favorisé aussi par des vêtements plutôt coton. Quand tu as des t-shirts un peu techniques, ça va limiter quand même ce risque d'abrasion, là où le coton est beaucoup plus abrasif. Et on sait aussi ben, que finalement, tout ce qui est humidité, alors il fait chaud en ce moment, on transpire un peu plus, c'est un critère. Ça marche aussi quand tu fais un trail de nuit et que tu as de l'humidité, de la rosée le matin. Ça marche aussi quand tu cours sous la pluie, sous un orage. Ça marche aussi quand tu traverses petite rivière et que tu as les chaussures un peu mouillées. On va dire vraiment les facteurs de risque, hein, c'est humidité, coton, compression externe, on va dire, avec des éléments qui viennent vraiment appuyer sur nous. Et là, tu es beaucoup plus à risque. Après, il y a des moyens hein, de prévenir un petit peu tout ça. Dans les trucs, tu peux mettre de l'acide picrique, c'est un truc qu'on peut trouver en pharmacie. De l'acide picrique à 4%, tu leur demandes et tu vas aller badigeonner la peau pendant un mois régulièrement, un petit peu tous les jours, t'en mets et tu vas aller tanner un petit peu la peau et tu vas avoir une peau qui va être un peu plus résistante sur ce point de friction. Tu peux avoir de la crème type NOC qu'on peut trouver hein, dans tous les magasins de sport ou à base de beurre de karité ou des trucs comme ça. Ça fonctionne assez bien. Tu te badigeonnes un petit peu à cet endroit-là, ça limite les frictions. Mais le dernier petit point qui marche bien, les bandes de tape, on n'est pas trop sûr, ou les bandes de strap, on n'est pas toujours hein, sûr que ça marche bien en prévention de blessures, tout ça. Par contre, en prévention des frictions, si tu sais par exemple que au niveau des tétons, systématiquement tu reviens, tu as les tétons en sang, le t-shirt tout rouge, bah pourquoi pas, tu viens coller une petite bande de tape au niveau du téton.
Ça va protéger un peu le téton et en fait la friction du t-shirt va se faire sur la bande et pas sur ta peau. Donc ça, c'est un petit élément qui marche bien. Ça m'est arrivé sur une course, on n'avait plus absolument plus rien. On était sur en fait, c'est un championnat sportif avec vraiment des répétitions à un d'effort sur une quinzaine de jours. Dernier jour, on est au bout du monde, on n'a plus de bande de tape. Par contre, effectivement, dans le coffre de la voiture, il y avait du scotch pour étanchéifier des tuyaux de refroidissement, je sais pas quoi. Bon, on a mis du duct tape, hein, comme on dit en anglais. C'est vraiment du scotch pour les tuyaux de moteur. On en a mis sur les tétons de nos athlètes. Ça a protégé. Et puis finalement, il a pu finir ses dernières épreuves relativement tranquille. Bon, voilà. L'idée, c'est de protéger, de créer une interface, de limiter les facteurs de risque. Parce que, bah, effectivement, quand on a des petites rougeurs qui évoluent éventuellement vers des petits saignements, voire des petites plaies, bah, c'est particulièrement gênant, c'est irritant. C'est ce qui te fait perdre un peu de perf et c'est ce qui peut te faire abandonner une course et c'est toujours un petit peu dommage. Ouais, dans les deux sujets irritation, les filles avec qui j'ai couru un trail il y a pas longtemps, elles disaient qu'elles galéraient à mort pour trouver des brassières, mais que c'était un énorme sujet pour elles et que tu vois, elles en discutaient, elles se disaient qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que t'as, etc. Et vraiment, c'était un gros, ouais, un gros sujet. Elles font enfin, je les connais pas à mort, mais elles font pas mal de trail, je crois. Ouais. Avec la problématique en trail, c'est souvent quand bah, déjà tu as la problématique brassière, hein, quoi qu'il arrive, faut vraiment trouver. Alors ça après, j'ai envie de dire malheureusement, à part essayer la brassière qui colle parfaitement avec notre anatomie, parce que ben, on a plein de variabilités de ce côté-là, en fonction de la taille des bonnets, du tour de poitrine, de la brassière, du soutien de la brassière, de l'endroit où sont les coutures, tous ces trucs. Ben, une couture, on sait que c'est un point irritant, donc faut essayer d'en limiter au maximum. Tu as la deuxième problématique des gilets d'hydratation. Parce que ben, les gilets d'hydratation vont passer clairement au niveau de la poitrine. Donc, quand tu as vraiment une inadéquation entre la brassière, le gilet d'hydratation, la compression, la petite sangle qui le resserre, qui passe et qui resserre à l'endroit qui va pas bien, c'est une problématique. Après, cette problématique, éventuellement, alors si c'est pas des trails trop longs, elle peut se compenser dans ce cas-là, pourquoi pas par une ceinture d'hydratation, hein, où tu as la petite ceinture avec tes petits bidons. Encore faut-il que ce soit bien toléré, etc., que tu aies suffisamment de poches, de place pour transporter tout ce dont on a besoin. Si les besoins sont importants en termes d'avoir une veste supplémentaire, d'avoir plein de trucs à manger, à boire, etc. Ouais, une ceinture sera pas assez grande, mais sur des petits trails pas trop longs, je pense jusqu'à 20-30 bornes, on doit pouvoir largement s'en sortir avec une ceinture et ça peut compenser un peu. Ça, c'est une vraie problématique. Je suis en train de réfléchir en fait, du coup, de mes yeux d'homme. Est-ce que dans les gilets d'hydratation, on a sur le marché des gilets qui sont plus prévus pour les femmes et l'anatomie féminine, concrètement qu'au niveau de la poitrine. Alors, j'essaie de réfléchir en même temps et mon biais d'homme fait que c'est pas un critère que je regarde beaucoup. Que j'avoue que j'ai plus de femmes qui sont ou des pistardes ou de la course sur route mais qui n'ont pas forcément de gilet. J'ai pas tant de traileuses que ça dans mes patientes. Mais je suis pas sûr que ça existe, mais il y aurait très certainement là effectivement un gros marché à développer pour des fabricants parce que bah, aujourd'hui on a une population dans le running qui est au moins 50-50 hommes-femmes, mais on a peut-être, je pense aujourd'hui, un petit peu plus de femmes qui pratiquent. Il me semble avoir entendu hein, qu'on est peut-être plutôt à 56-57% de pratiquantes. Donc l'air de rien, ce serait pas mal qu'on ait effectivement du matériel qui soit adapté, un peu plus adapté et qui crée moins de blessures et d'irritations du coup. Alors,
Je pense que ça a été un truc qui a été très très à la mode, effectivement. Souvent dans les modes, hein, c'est porté par. Il suffit qu'il y ait des athlètes sportifs qui commencent à en porter et puis tout le monde veut en porter. Il y a eu une période où tout le monde nous en demandait avant des courses, avant des trucs. On leur avait prêté beaucoup de vertus en disant tu favorises la contraction musculaire ou t'inhibes la contraction musculaire. Ça, on a montré que ben finalement ça fonctionnait pas tant que ça, pour pas dire pas du tout. Alors désolé si je suis pas politiquement correct sur le truc et qu'on est sur le même organisme de formation, mais bon, on sait que ça c'est un point qui fonctionne pas beaucoup. Sur les points qui fonctionnent, c'est que ça peut avoir un effet sur la douleur. Alors ça marche pas à tous les coups, mais ça peut soulager un peu la douleur. Donc effectivement, ça peut trouver une légitimité dans ce sens-là. Et mais c'est inconstant. Donc, je dis sur le principe, je suis ouvert à toutes les formations et je suis ouvert à ce qu'on ait un maximum d'outils dans notre coffre à outils de kiné, que plus tu connais de techniques et plus tu as des chances pour qu'à un moment, ça fonctionne sur quelqu'un. Après, dans notre mode de fonctionnement, on sait qu'on a des études scientifiques qui vont nous dire, voilà, on a testé ça, ça a des chances de fonctionner. On a testé ça, c'est plus à la marge de ce qui a des chances de fonctionner. Puis parfois, bah, tu fais le traitement comme dans les textes, on te dit sur ton patient, puis tu te dis, bah ouais, c'est pas si fou que ça. Et puis, bah, le truc qui est un peu à la marge, des fois on va dire, ouais, c'est un effet placebo. Bah ouais, mais des fois, l'effet placebo, ça soulage quand même des fois ton patient, malgré tout. Ouais. Et que sur le principe, spontanément, c'est pas le traitement que je vais proposer en premier à un patient. Mais il m'arrive sur certains patients de temps en temps de faire un tape. Euh, je dirais principalement, moi c'est sur des aponevrosites plantaires, des fasciites plantaires, hein, des épines calcanéennes, vraiment cette petite douleur qu'on a sous le pied. Ça peut arriver qu'on mette un tape, qu'on mette un truc. Moi-même il y a pas longtemps, voilà, j'avais une compétition de golf. J'avais été courir un peu la veille, j'avais insisté un petit peu, c'était un peu sensible. Voilà, le truc que je fais jamais, j'ai dû mettre deux tapes dans la vie. Voilà, je me suis mis un tape ce jour-là. Effectivement, est-ce que c'était dans la tête? Est-ce que ça a fonctionné? Pas fonctionné? Le lendemain, ma compétition de golf, elle a duré 4-5 heures, pleine chaleur. On a beaucoup marché. C'était compliqué. Il y avait du dévers, il y avait des trucs. Le pied ne m'a pas embêté, alors que le matin, j'avais limite pas la possibilité de le poser par terre. Donc ça me convient assez. Sur le principe, encore une fois, je ne mettrai pas tous mes œufs du côté du tape, mais c'est bien qu'on connaisse ces techniques parce que, à la limite, tu connais ça. Si ça t'aide sur un patient, même si ça t'aidera qu'une seule fois dans l'année, au moins ça t'aura aidé ce jour-là, et puis on prend. Ouais, c'était des sacrés coloriages. À un moment, c'était des bandes immenses de Ouais, non, mais on a couleurs. eu des trucs avec le bleu, le rose. Ça faisait des étoiles, Euh, des on têtes était florantes. sur, on était sur des trucs où, enfin, le rose qui est dit rouge. D'ailleurs, ça, j'ai pas compris, mais bon, le rouge qui était rose, on me disait, t'actives la contraction musculaire. Si tu la mets le bleu, c'est apaisant, c'est de la chromothérapie. Puis, en fait, ils ont testé les trucs où les gens étaient les yeux bandés, donc voyaient pas la couleur qu'on leur posait, puis les résultats étaient le même. On les a posés dans le noir. Il y a eu plein d'études sur ce truc-là. Et puis bon, ça, clairement, tu peux mettre la couleur que tu veux. Très souvent, d'ailleurs, sur les clubs sportifs, ils les mettent aux couleurs du club, et puis ça va bien. Est-ce qu'on court? Oui, sur le principe. Avec un petit bémol, hein, on va peut-être pas choisir l'heure où on est à 40 degrés avec le maxi de pollution. Donc je dirais, est-ce qu'on court? On peut, mais en sachant qu'on a déjà tendance à prendre un peu de température quand on court. Faut faire quand même attention un petit peu au coup de chaud. Donc on va quand même essayer de privilégier des horaires un peu tôt le matin. Fin de journée, il a fait tellement chaud ces derniers temps que les températures redescendent peut-être pas assez. Je dirais que si on court à ce moment-là, essayer quand même de privilégier aussi des parcours, si possible à l'ombre, le long des cours d'eau, si possible déjà avoir une casquette, un chapeau, un truc qui protège un petit peu, si possible quand même avoir de l'eau. On va revenir à l'hydratation juste après, mais voilà, et si possible, peut-être pas forcément aller se faire les séances de fractionnés les plus intenses. Après, ça c'est les principes de précaution.
Après, on peut voir sous un autre aspect, quand il fait chaud, l'air de rien, c'est comme s'entraîner en altitude. L'air chaud est moins dense. Quand il est moins dense, tu as une fraction d'oxygène qui est un petit peu inférieure. Et donc, aller s'entraîner dans ces conditions-là, c'est aussi privilégier finalement un petit peu un développement de nos capacités cardio-respiratoires. Donc, ça peut être un point qui est intéressant. Mais attention, parce que la limite qui nous sépare de la blessure, de l'accident, de la perte de connaissance de ces trucs-là, elle est quand même assez fine. Euh, je dirais pour le fun, j'aime bien jouer, aller me chercher un peu du fractionné quand il fait chaud, mais c'est pas forcément le conseil le plus responsable qu'on puisse donner aux gens. Euh, L'autre jour, je suis allé courir effectivement fin de journée, il faisait super chaud. J'ai vu un mec qui était en surpoids, pantalon de kawaii noir, veste de kawaii noir. Le mec était au bout de sa vie, il commençait à devenir tout blanc. Je lui ai dit, je pense pas que ce soit l'idéal là quand même. Il dit non, mais je cherche à faire de la sèche, à perdre du poids, à suer un peu. Ah, j'ai essayé de lui dire, alors tu vas suer certes, mais tu vas te mettre dans le rouge là à ce moment-là. On sait que un coureur pas entraîné jusqu'à 4-5% de déshydratation, il tient. Un coureur élite peut tenir jusqu'à 7% de déshydratation. Au-delà, après, les conneries commencent à arriver. On va avoir un patient qui va être désorienté, confus, baisse de tension, perte de connaissance, éventuellement arrêt cardiaque. Enfin, il y a toute une progression hein, des symptômes. Je lui ai dit, là, c'est pas l'idéal. Et puis, il faut savoir que oui, tu perds du poids, tu perds de l'eau. Donc, ton réflexe, quand tu vas arriver, bah, ça va être de boire. Donc, ce que tu as perdu, tu vas le reprendre. C'est pas parce qu'il fait chaud que tu vas consommer plus les graisses, hein. On n'est pas sur un barbecue. Ça y ressemble un peu ces derniers temps, mais on n'est quand même pas à ce point-là. Donc voilà, ouais, éviter quand même un petit peu de se mettre dans le rouge, privilégier des heures à la fraîche. On peut approcher du rouge, mais pas y aller trop. Euh, Garder quand même ouais, l'hydratation à cœur. Pour revenir sur l'hydratation, comme je l'ai dit, on peut tolérer à l'effort jusqu'à 4% de perte, hein, de déshydratation, jusqu'à 7 si tu es un athlète vraiment très entraîné, Ça très veut haut dire niveau. Voilà. 4% de mon poids? C'est Ouais, 4% de quoi? De mon poids? ouais, 4% du poids. Au-delà, en général, on rentre dans une zone où ça commence à devenir compliqué, enfin, pour pas dire dangereux pour l'individu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on transpire, on perd de l'eau, mais on perd aussi des ions minéraux. Ces ions minéraux, on en a besoin pour fonctionner. Il faut qu'on ait une concentration qui soit relativement bien définie. Quand on boit, ben, en général, on ramène de l'eau, mais on ramène pas trop d'ions minéraux. Donc du coup, on se retrouve sur un autre truc qui est grave, qui s'appelle l'hyponatrémie. C'est-à-dire que on se retrouve avec une baisse de concentration des ions minéraux. Et ça aussi, même symptôme, on peut se retrouver tête qui tourne, désorientation, coureur qui sait plus trop où il en est, on lui demande comment il s'appelle, il sait plus, il demande sa date de naissance, il sait plus, où il habite, il sait plus. Et puis la tension commence à dégringoler un petit peu, et puis ça perd connaissance, et ainsi de suite. Là, nous, on n'a pas grand-chose à faire en kiné sur ces gens-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer sur les conseils, de leur dire, bah voilà, on prend des boissons isotoniques. Alors, Non, Saint-Thior? Non, c'est pas c'est pas, Saint-Thior. ouais, Saint-Thior ou pourquoi pas, sans citer de marque, toutes les boissons spécifiques et forts ont des couleurs un peu flashy qui se terminent en A de machin. Mais ça ramène toujours. Alors, ça ramène plus d'ions minéraux que de l'eau classique, mais ça ramène toujours plus d'eau qu'on ramène d'ions minéraux. Donc c'est moins pire, mais c'est pas parfait. Je dirais l'idéal, c'est d'essayer d'évaluer un peu, fonction des conditions de température, des horaires, combien en 1 heure sur un effort caractéristique, combien tu perds de poids sur cette heure. Mettons, tu perds 1 kilo sur cette heure. Dans ces conditions-là, essaie de boire au moins la moitié de ce que tu as perdu avec une boisson isotonique. Et à la louche, on devrait être bon et sur la déshydratation et sur l'hyponatrémie, donc on limite le risque des deux côtés. Non, mais comment je sais combien de poids je perds quand je cours? Eh ben, tu te pèses avant d'aller courir, tu Je recours pèse une après, heure quoi. et tu te Ok, repèses quand tu reviens et tu notes la différence. ok, Et ok. tu te dis, bah, ça c'est quand je cours et qui fait 20 degrés, 30 degrés, 15 degrés, 0 degrés. Ça te donne un peu une idée de combien tu transpires par heure d'effort. Et, et tu conseilles de boire pendant la séance?
Alors, tu peux, ouais, faut essayer, surtout avec ces chaleurs en ce moment où on va transpirer beaucoup plus, faut quand même boire pendant la séance. Classiquement, quand tu pars pour un 10, quand tu pars pour 1 heure, en température modérée, normalement, tu peux tenir sans Ouais. boire. C'est pas une priorité de boire sur un 10 km. Alors après, voilà, ça c'est de la théorie, hein. Ce qu'il faut, c'est que les gens s'écoutent. Si à un moment tu as soif, c'est que l'organisme est en train de te dire, écoute, là, s'il y a un truc qui cloche, c'est le moment de boire. Mais en condition de température tempérée, normalement un 10 km, c'est pas trop important. Quand on commence à passer les 10, là par contre, ça devient un peu plus important. Et avec quand on a eu quasi les 40 degrés en région parisienne, hein, là ces derniers jours, ouais, là il va falloir qu'on boive et il faut qu'on avance un petit peu de ce côté-là. Euh, et l'idée en prévention, voilà, c'est de se dire, j'essaie de boire une boisson isotonique ou de la Saint-Thior, au moins la moitié de ce que j'ai perdu. Pas forcément tout ce qu'on a perdu, mais la moitié au cours d'efforts, ça peut être important. Puis ça permet aussi de réguler un petit peu la température aussi. Enfin bon, voilà, il y a dans ces conditions un peu extrêmes qu'on vit, là c'est vraiment un indispensable. Faut savoir qu'on a beaucoup plus d'accidents en hyponatrémie qu'on en a en déshydratation chez les coureurs. Donc voilà, plus de boissons isotoniques. Et sur un individu qui présente un peu des symptômes d'hyponatrémie régulièrement dès qu'il fait des courses, essayer de voir avec vraiment un physiologiste, un médecin du sport ou quelqu'un qui est vraiment pointu de ce côté-là, voir pour aller lui filer éventuellement les petits compléments de sel, d'ions minéraux qu'il faut. Il y a des petites pastilles hein, qui existent. Par contre, je parle sous couvert des médecins que je ne suis pas moi-même, mais a priori, faut être assez prudent sur ces petites pastilles parce que ça a un peu tendance à avoir des répercussions au niveau rénal. Et donc là, c'est vraiment des trucs qui sont à prendre sur conseil du médecin avec, je pense, une évaluation qui va bien avant, quoi. Et c'est quoi les symptômes de l'hyponatrémie? Désorientation, cognitif qui va pas très bien, petite baisse de tension, perte de connaissance, ça c'est graduel. La problématique chez le coureur, c'est que tu trouveras les mêmes symptômes sur un coup de chaud, tu trouveras les mêmes symptômes sur une hypoglycémie. Donc, ben, quand on est présent sur le terrain, un jour de course, pas hésiter à avoir un petit thermomètre frontal, c'est toujours mieux toléré un jour de course. Et puis un petit glucomètre, hein, faut faire un petit dextro, mesurer éventuellement s'il n'est pas en hypoglycémie. S'il n'a pas de coup de chaud, s'il n'a pas de problème de glycémie, c'est qu'a priori on est sur un problème d'hyponatrémie. Ok. En Euh, faisant toujours attention à ces trucs-là, parce que souvent entre guillemets, les remèdes un peu de grand-mère qu'on peut avoir sur le terrain, tu as quelqu'un qui est en hypoglycémie, tu lui files un sucre. En fait, tu vas faire monter sa glycémie à toute vitesse, c'est génial. Sauf que comme la glycémie remonte très vite, l'organisme va se défendre contre ça. Il se dit, c'est pas normal que je monte aussi vite. Donc, du coup, pouf, tu repars en hypoglycémie dans la demi-heure qui suit. Donc, c'est pas forcément un bon truc. Pareil, hein, on a le truc très sympa à la fin des courses qui est de prendre une petite bière. L'idée, alors que ce soit convivial ou pas, faut boire avec modération, tout ça, on connaît les trucs. Mais ok, ça peut être convivial. Par contre, la stratégie de se réhydrater avec un diurétique, donc un truc qui va aller te faire uriner dans la foulée, concrètement, ils ont montré qu'après une course, t'es déshydraté, tu bois une bière, tu te réhydrates, et dans les 40 minutes qui suivent ta bière, tu peux quasi être sûr que tu as perdu plus que ce que tu avais réhydraté. Si tu as bu un demi-litre de bière, tu vas reperdre 60-75 centilitres d'eau. Donc attention à ces trucs-là parce que, bah, outre la consommation d'alcool, hein, qui peut toujours être peu problématique dans la pratique sportive et en dehors de la pratique sportive, voilà, te réhydrater avec un diurétique ou te resucrer trop lentement, trop rapidement, je veux dire, c'est toujours à y aller un petit peu cool. Quelqu'un qui est en hypoglycémie, essayez plutôt de lui filer, voilà, fruits, compotes, choses comme ça, où tu as un peu de sucre dedans, mais où c'est pas trop agressif et où l'organisme fera pas ce petit mécanisme de yo-yo. euh, Mais voilà, pour ceux qui sont sur des courses en ce moment, qui sont vraiment kinés sur des courses,
on a des conditions de température qui sont un peu extrêmes où c'est toujours des fois un peu compliqué quand tu es sur une course, que tu es kiné. Tu vas avoir quelques secouristes avec toi éventuellement. T'as pas toujours de médecins qui sont là. Et quand il fait chaud comme ça, hyponatrémie, hypoglycémie, déshydratation, c'est des trucs que tu vas avoir en masse. Et là, tu as intérêt à identifier, trier. On parle d'accès direct en kiné, hein. Là, concrètement, on est dans de l'accès direct. Et là, tu gères des pathologies que t'es pas, auquel t'es pas forcément confronté au quotidien. Et donc avoir un petit peu, petite préparation, un petit background, petite formation un peu sur le truc. Je veux pas nous refaire de pub, mais ça fait partie, hein, des choses qu'on évoque, hein, sur la formation coureur, parce que bah, ça fait partie des gestes d'urgence, hein, qu'on peut avoir en pratique quotidienne. Faut savoir gérer un peu tout ça et savoir identifier un peu et savoir prendre son téléphone, appeler le médecin du coin ou les secours et leur dire, écoutez, là, j'ai quand même plutôt les symptômes d'une hypoglycémie ou d'un gros coup de chaud ou d'une hyponatrémie. Coup de chaud, on arrive à le gérer, ça c'est pas trop compliqué, hein. Il y a des petits trucs, on a des petits trucs, hein, qu'on peut gérer relativement bien sur le terrain. Par contre, hypoglycémie, hyponatrémie, ouais, là c'est une évacuation médicale et faut savoir l'identifier, faut savoir réagir. Euh, Limite basse, en fait, à chaque fois que tu mets, l'idée c'est qu'on progresse un petit peu. On va regarder côté performance et côté blessure. Côté performance, si tu commences à mettre plus de 4 jours entre chaque séance, bah tu vas perdre. Quand tu fais une séance, on va dire pendant 24 heures, tu as une légère baisse de perf et ensuite tu reprends un peu de perf vers 48 heures et vers 72 heures ou quand tu arrives vers 4 jours, tu as rebaissé un peu. L'idée, c'est de se réentraîner au moment où tu as cette montée de perf, donc idéalement tous les 48 heures. Ça, c'est si on veut vraiment progresser. On voit que des gens, hein, qui veulent performer sur un 10 ou qui veulent partir sur un marathon, quand on dit c'est 3-4 séances par semaine, bah parce que du coup, quand on les répartit bien, on va être à chaque fois avoir une séance qui va retomber à un moment où on aura ce petit pic de perf. Et donc, pic de perf plus pic de perf, on a une progression. À l'inverse, si tu t'entraînes pas assez, bah, tu te désentraînes entre chaque séance et tu perds de la performance. Ça, on est un peu sur nos limites basses. Sur nos limites, je reviens sur la limite basse. Ça, c'est pour la performance. En termes de blessures, on s'est rendu compte que des gens qui s'entraînent 1 heure par semaine en running, ils ont à peu près 75 blessures pour 1000 heures d'entraînement. Parce que bah, quelqu'un qui fait le coureur du dimanche, il s'entraîne une fois, puis tout le reste de la semaine, il se déconditionne, puis il se réentraîne le dimanche en se mettant 1 heure de charge. Donc là, c'est parfois un petit peu compliqué. Faut qu'il essaie de rajouter au moins une séance le mercredi, par exemple, histoire d'équilibrer un peu la semaine. La limite haute, bah alors ça, c'est très dépendant de chaque individu. On sait que les gens qui s'entraînent 700 heures par an, au moins 700 heures par an, ce qui commence à être pas mal, hein. C'est-à-dire que tu as T'as combien ça? t'as plus de 10 heures, hein, d'entraînement par semaine, donc ce qui commence à être déjà un volume d'entraînement qui est conséquent. Ces gens-là sont quasiment 3 à 4 fois moins à risque de blessure que quelqu'un qui ne s'entraîne pas beaucoup. Donc la limite haute, ben, je dirais, il n'y a pas vraiment de limite haute, c'est plutôt à quelle vitesse on va atteindre cette limite. Tant qu'on progresse régulièrement, on a des travaux, hein, d'un gars qui s'appelle Tim Gabbett, qui est un chercheur australien de mémoire, peu importe d'où il vient, à la limite, c'est pas le plus important, qui nous montre tant qu'on progresse de 10% par semaine, on reste relativement sécuritaire. Alors 10% dans le volume ou dans la vitesse, ou le ratio des deux, mais on Quel que soit le reste. 10%, quoi. Quel que soit le 10%. Ouais, c'est ça. Ou le ratio des deux. C'est-à-dire qu'il faut faire le produit du minute d'entraînement fois l'intensité de la séance. Et ce que tu fais par rapport à la semaine d'avant ou au ratio de tes semaines d'avant, c'est qu'il faut que tu avances de 10% par semaine. Tant que tu progresses de moins de 10%, tu restes sécuritaire. Euh, Après, le Donc, volume haut des uns n'est pas le volume haut des autres. ça Quand veut tu dire prends que les je Kenyans, prends, l'élite, ouais, je prends 10% par semaine, je j'ai pas de risque de blessure. tu as peu de risque de blessure. Le risque zéro n'existe pas, mais on va dire que ton risque de blessure va se situer autour de 5%. Ça veut dire que si ça veut dire que je peux multiplier fois 3 mon volume d'entraînement dans les 6 mois, par exemple, et j'aurai pas de risque de blessure.
Tu passes Enfin, de 5 heures à 15 heures, 20 heures, là, sur 30 le coup, heures? il faudrait que j'arrive à calculer si 10% par semaine t'amène à x3 en 6 mois. Non, ou je sais pas, Mais, tu vois, c'était un exemple, quoi. C'est-à-dire que mais à tant terme, que je tu vas, multiplie par voilà, 3, tant que tu vas progressivement, normalement, je peux augmenter. le risque de blessure, tu peux l'augmenter. Après, les limites hautes, tu regardes les Kenyans un peu élites aujourd'hui, classiquement, ils te font 3 voire 4 séances par jour. Ça commence tôt le matin, ils vont aller te faire aller 10, 15, 20 km, je dirais un peu à la cool, on va dire une séance un peu type seuil. Ça va te réenchaîner vers le midi avec une séance un peu type fractionnée. L'après-midi, ça peut éventuellement te faire une petite séance de muscu. Et le soir, on va aller faire un polarisé où tu vas faire pareil 15-20 bornes avec 80% à une allure très honnête pour eux et inimaginable pour nous. Et ils terminent en bombardant. Que l'élite aujourd'hui, sur du marathonien, c'est 200 à 250 km hebdomadaires. Donc tu divises par 5 jours, tu te rends compte que tu as quand même un gros volume en comptant bah, que tu as des séances spécifiques de piste, tu as, tout, mais voilà, c'est des gars qui bouffent beaucoup. Et on voit que ces chiffres sont quand même en progression, qu'aujourd'hui l'élite de maintenant s'entraîne plus dur, plus fort, plus long que l'élite d'il y a 30 ou 40 ans. Donc après, est-ce qu'on touchera nos limites à un moment? Je sais pas. Pour l'instant, on les a pas encore complètement touchées. Pas en running en tout cas. Je dirais quelqu'un de fatigué à un moment va avoir du mal à performer déjà et va augmenter fortement son risque de blessure. Sur les tendinopathies, entre autres, hein, le repos, ça fait partie des choses qui ont été identifiées comme un risque de récidive ou un risque d'aggravation des symptômes ou un risque d'apparition de symptômes. Donc, il faut réussir à avoir un sommeil qui te permette de récupérer de l'effort. Donc on a des montres aujourd'hui, hein, entre autres, on revient à notre sujet montre, qui te permettent de mesurer un petit peu la durée de ton sommeil et la qualité de ton sommeil. Il y a tout un tas de petits capteurs qui le font, mais il faut réussir à dormir. Clairement, quelqu'un qui dort pas beaucoup, qui a un sommeil qui est perturbé, qui est agité, très souvent on va retrouver une variabilité de fréquence cardiaque qui va être pas bien dans les clous, avec une montre qui va te dire c'est pas le bon moment pour aller t'entraîner dur, et ainsi de suite. Faut qu'on arrive à avoir du sommeil. Alors, ceci dit, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien joli. Il y a des stratégies hein, pour le sommeil. On ne détaillera pas forcément là, mais il faut réussir à avoir vraiment améliorer cette qualité, ce qui est compliqué quand tu as des gens qui ont des problèmes dans la vie, que ce soit travail, personnel. C'est compliqué quand il fait chaud comme en ce moment. C'est compliqué quand tu as des horaires qui sont changeants. Des gens qui font des 3-8, qui bossent un coup de jour, un coup de nuit, un coup de matin, un coup de soir, machin. C'est compliqué quand tu as un métier qui t'amène à voyager, à traverser des fuseaux horaires. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur ça. Pour ceux qui ont la chance éventuellement de suivre des sportifs de haut niveau, quand tu pars de France à un moment où tu vas être avec une météo un peu maussade, fraîche, que tu te tapes X fuseaux horaires, hein, j'ai un souvenir comme ça avec, on avait accompagné des sportifs en Floride, donc on était parti de France, il faisait frais, il pleuvait, tu te retrouves en Floride où on est à 30 degrés tous les jours, de l'humidité, du décalage horaire, et ta compétition commence le lendemain ou le surlendemain de ton arrivée en avion. Euh, Là, tu te dis attention, sachant que les mecs sont contents de se retrouver, on est en pré-saison, ça fait un peu la fête le soir, ça dort pas forcément bien, ça n'a peut-être pas forcément bu ce qu'il fallait boire non plus, ou dans le volume qu'il fallait boire. Là, t'as beau essayer de tenir ton groupe, il y a un moment, on te dit, bon, arrête d'être le rabat-joie. Bah ouais, mais là, c'est compliqué. Donc, effectivement, le sommeil, ouais, ça a une vraie place dans la performance. Et je pense que les athlètes qui performent sont des gens qui arrivent à avoir un sommeil
et une routine de sommeil qui va bien. Donc, bah, comme on dit, hein, souvent limiter les écrans avant l'endormissement, limiter les cafés, les thés, les boissons énergisantes, les trucs, limiter l'alcool, limiter l'alimentation trop grasse avant d'aller se coucher, essayer d'avoir une routine avec une pièce suffisamment fraîche, tempérée, sans bruit, sans lumière, sans réveil qui s'allume de trop, sans voisin qui fasse trop de bruit. Essayer d'avoir des routines. Alors, est-ce que des techniques type sophrologie ou autre aident à s'endormir? Ça dépend beaucoup de chacun. Est-ce qu'il faut prendre des plantes, des trucs? Il y a rien de très très prouvé dans tout ça. Le tout, c'est de trouver une routine qui nous amène à un endormissement facile. On a pu faire un peu abstraction de la journée, des stress de la journée et d'y aller comme il faut, quoi. T'as des conseils pour les siestes? Il y a des gens qui arrivent très bien en compétition. Tu les poses dans un coin, ça s'endort tout de suite. Et il y a des gens qui ont un peu plus de mal. Il y a des gens qui tolèrent bien des siestes ou des micro-siestes, comme il y a des gens qui les tolèrent pas bien. Ça peut être un plus si on a le temps. Après, encore faut-il en avoir le temps, ce qui est compliqué pour beaucoup de gens quand on bosse, d'avoir ces choses-là. Après, j'ai tendance à dire quand on a du temps devant soi et qu'on ressent de la fatigue, faut se coucher, s'allonger, mettre sa routine et puis reposer un peu. C'est que c'est un signal. C'est comme quand on a faim ou qu'on a soif. Le corps, il nous dit là, attention, sommeil, il est temps d'aller se reposer, quoi. Différents types de séances. Quand on veut, en fait, le principe, quand on veut améliorer la performance, c'est un moment d'emmener le cœur, le poumon, la circulation, notre système nerveux, parce que c'est lui qui contrôle nos muscles, et nos muscles à des pics d'activité. Les emmener dans le rouge, les emmener au maxi des performances, parce que c'est là qu'on va développer nos capacités. Si tu fais travailler un cœur à 30% de ses capacités, il y aura pas d'adaptation. Par contre, si tu l'emmènes au-delà de 70-80% de sa fréquence cardiaque max, on sait qu'on va avoir un développement de ses capacités. Idem pour un muscle, si t'es pas à 60-70% de la force maximale, tu vas pas avoir de développement de la force. Le truc, par contre, c'est quand tu te mets vraiment dans le rouge, tu peux pas tenir forcément très longtemps dans le rouge. Ce serait trop facile si quelqu'un arrivait à être au maxi de sa force, de son endurance, de son cœur et de ses poumons pendant 90 minutes. Il nous courrait le 100 mètres, il nous courrait le 10 km avec des chronos qui seraient stratosphériques. À l'entraînement, on peut pas se mettre dans le rouge toute une séance. Donc l'idée, c'est d'avoir des modalités de séance où on va avoir de la stimulation pendant un temps qui est court, certes, mais qu'on va répéter ce temps. C'est-à-dire que on pourra pas tenir 20 minutes dans le rouge, mais on pourra peut-être tenir 20 fois une minute, par exemple. L'idée, c'est que tout ce que tu vas faire dans une période de 12 heures se comptabilise. C'est pour ça, par exemple, que certains week-ends, tu as des trailers qui te font des week-end shocks. Bah, ils vont multiplier plusieurs séances. Ils vont pas courir forcément 6 heures, mais ils vont te faire plusieurs fois 1 heure, plusieurs fois 2 heures, plusieurs fois 3 heures, et ça va s'additionner. Avec nos séances, on peut avoir des fractionnés. Fractionnés, c'est une alternance de séquences rapides, où on se met dans le rouge au niveau cardiaque, et de séances lentes, où on récupère. On peut avoir des séances au seuil, où on va avoir X temps, où on va être dans le rouge au niveau cardiaque, dans le rouge au niveau lactique, et du temps de repos, et de l'alternance, ou une durée limitée. On peut avoir des séances polarisées, où on est tranquille pendant 80% de la séance, et les 20 derniers pourcents, on se met un peu plus dans le rouge. Voilà. Tout ça, c'est des modalités où euh, on va aller chercher du rouge et on va aller chercher du repos. Les fractionnés, on peut moduler plein de choses. On peut moduler la vitesse, le temps de travail, le temps de repos. Est-ce qu'on met un temps de repos équivalent à un temps de travail, etc. Tout ça, ça crée une amélioration de la performance, mais ça crée aussi un gros stress mécanique sur notre organisme qui, du coup, peut engendrer des blessures. Donc nous, kinés, l'idée, c'est que on peut intervenir sur le volet prévention de blessures en modulant un petit peu le ratio, qu'est-ce qu'il a fait avant, les semaines d'avant, est-ce que dans ma progression de 10% par semaine, je peux tolérer ce type de séance,
Est-ce que les tissus que je vais solliciter avec tel type de séance, par exemple dire un fractionné court, des 30-30, c'est-à-dire 30 secondes rapides, 30 secondes repos, marche, course lente, et ça on le répète au moins 8 fois et au moins 3 séries de 8. Après on peut moduler ces trucs-là, mais c'est un peu les classiques. Est-ce que physiquement, nos tendons, nos muscles, nos articulations, ils sont aptes à encaisser cette charge-là à ce moment-là, ou est-ce qu'il faut qu'on module un petit peu? Là, l'œil du kiné, il va plutôt être sur le côté charge d'entraînement, risque de blessure, en disant est-ce que notre patient il est apte à encaisser ces séances? Beaucoup de coureurs n'ont pas forcément un coach avec eux. Donc c'est eux qui font un peu plus ou moins leur plan à l'arrache. Et c'est à nous où on peut dire, à ce moment-là, bah écoute, dans ta progression, là où on en est des séances, un polarisé peut-être, ou une séance seuil peut-être, mais j'irai peut-être pas sur le fractionné. Ou là, tu es peut-être bon pour aller sur le fractionné long, où on va dire, on va faire par exemple 1000 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres à une vitesse modérée, mais peut-être pas sur un fractionné trop rapide où on va être sur un 30-30, on va être à fond sur 30 secondes. Donc on va vraiment être au sprint. Voilà. Là, le kiné, il faut qu'il ait cette culture running, qu'il sache ce que représente euh, la contrainte et comment il peut amener la contrainte sans risquer de blesser le coureur. Voilà. Le coach parfait, il connaît tous ces paramètres-là. Est-ce que le coach parfait existe? Je ne sais pas. Donc, bah, nous, kinés, on doit amener cette parole-là auprès de l'entraîneur. Et puis, si l'entraîneur sait travailler avec nous, on travaille ensemble et on fait progresser notre athlète. Et puis s'il n'y a pas de coach, c'est à nous de prendre tout le boulot. Et puis à un moment, si on veut prévenir les blessures, il faut que le message arrive à rentrer dans la tête du patient, qu'on ait fait notre éducation thérapeutique de ce côté-là aussi. Même si on a du boulot, parce que le coureur, comme beaucoup de sportifs, ils sont très sympas, mais il y a toujours celui qui revient le lundi en disant, bon alors, on avait dit combien? 10 km, 12 à l'heure, tranquille, terrain plat, bord de Marne, bord de Seine, machin. Le mec, il revient, il te dit, ouais, je suis parti, là, j'étais bien. Il y avait un peu de côte, mais ouais, j'ai fait un semi en 1:30. Et là, on se dit, c'est passé. Ouais, vite fait, j'ai un peu mal quand même. Je m'y attendais un peu. Et bon, ça, c'est le jeu. C'est quand toujours ce moment où le patient commence dans notre progression à aller un peu mieux. Dès que les gens vont un peu mieux, ok, les symptômes commencent à disparaître, mais on n'a peut-être pas fini notre récupération. Et c'est toujours le risque que les gens reprennent un petit peu trop vite. Et là, il faut réussir à. Alors, je suis pas trop à brider les gens, mais là, il y a certains patients qu'il faut savoir des fois un peu mettre les brides dessus, tirer un peu sur les rênes, lui dire calme un petit peu, ça va mieux, mais laisse le temps que ton corps progresse et que tu puisses avoir des résultats corrects et sécuritaires. C'est une spécificité, je vais pas dire un métier à part. C'est peut-être un métier à part, mais c'est un métier où on peut avoir notre place. Et si on se forme, si on connaît, si on a compris les trucs, on a la capacité de faire des plans d'entraînement. Après, est-ce qu'on sera les meilleurs? Est-ce qu'on aura l'expérience d'un Jack Daniels? Je sais que son nom prête toujours à confusion, hein, mais c'est un très grand coach américain. Le mec a coaché pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'athlètes. Il a eu je sais pas combien de médailles olympiques, de titres, etc. Oui, le mec a un recul, une expérience qui est incomparable. Maintenant, après, euh, dans l'absolu, les concepts sont pas très très compliqués sur un athlète, on va dire du quotidien qu'on veut faire performer et qu'on veut faire avancer de façon sécuritaire. Quand on a une bonne culture running et qu'on a fait les formations qu'il faut, un plan d'entraînement, c'est quelque chose qui est pas inaccessible en tout cas. Ouais, donc ça pourrait quasiment être une activité complémentaire d'un kiné du sport en disant, voilà, moi je vous accompagne sur le renfort, sur vos blessures, mais en plus je peux vous accompagner dans la pratique en vous proposant un plan d'entraînement. C'est ça. C'est pas un truc qui s'improvise très clairement, mais c'est des compétences qu'on peut acquérir avec de la formation sans trop de difficultés, je pense. Alors, je vais faire tiquer un des préparateurs physiques quand on tient ce discours, hein, qui vont se dire, oh là là, attends, t'engages pas là-dedans, compliqué. Euh, pour moi, on n'a rien de compliqué quand on le travaille.
Voilà, à partir du moment où on veut s'intéresser à un sujet, qu'on veut se former sur un sujet, qu'on aime ce sujet, c'est pas compliqué. C'est pas quelque chose qui peut s'improviser, très clairement, parce que il y a des codes, il y a une culture à avoir sur le running, il y a une culture à avoir sur la physiologie qu'on a, qui mérite peut-être d'être dépoussiérée un peu, remise un peu à niveau, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on peut travailler, donc c'est des choses qui peuvent se faire. Un kiné peut participer à ça. Euh, sur le principe, je préfère que ce soit un coach qui ait beaucoup d'expérience et beaucoup de compétences et de connaissances qui le fasse, parce que c'est son métier pur de base. Mais en l'absence de coach, ma foi, on peut être en capacité de le faire et de tenir la route quand on le fait. Ouais, on voit beaucoup de boîtes qui sont montées par des mecs qui sont des très bons coureurs, mais qui sont pas des élites, mais qui sont des très bons coureurs, et qui se lancent dans l'espèce de coaching à distance, qui ont une base un peu influenceur, connue, grosse communauté, qui sont des très bons coureurs, donc qui ont quand même des compétences ou qui ont acquis des compétences et qui se disent, voilà, je me lance dans une activité de coaching à distance à base de ce travail, je sais pas quoi, et qui se débrouillent comme ça, et les boîtes ont l'air de bien marcher, et en tout cas, ils affichent des performances, quoi. Et tu vois, a priori, tu te dis un kiné, il est quand même plus apte à faire ça sur ses connaissances du Ouais. corps, ses connaissances physiques, ses connaissances sportives. Mais t'as l'impression que le marché, il va plutôt sur un mec qui a de l'influence et qui peut afficher deux, trois perfs, quoi. C'est le moment où au début de ta question, je me dis, est-ce que il balance l'essence, est-ce que je sors le briquet tout de suite ou pas? Non, mais tu peux. Enfin, moi, je serais Mais ton avis sincère là-dessus, quoi. Tu vois, moi, je après, trouve ça un que. avis sincère, pour moi, il peut y avoir deux profils. Quand on n'est pas un professionnel, a forcément de la compétence. Alors, elle mérite parfois d'être dépoussiérée parce que euh, quelqu'un qui est kinésithérapeute, qui a exercé, mettons, 20 ans en neuro, en centre de neuro, à faire que de la neuro, il a développé une compétence énorme en neuro et ses connaissances, compétences en physiologie, etc., il les a peut-être, sur ce qui nous intéresse, un petit peu oubliées, mais il peut se remettre au goût du jour et repartir. Et il a quand même un bagage. Un kiné qui fait que de la kiné du sport et qui s'intéresse sur ces trucs-là et qui se forme sur ces trucs-là, il a les compétences de base, il a acquis d'autres compétences avec l'expérience et la formation continue et il est parfaitement compétent. Quelqu'un dont c'est pas le métier, un coureur, voilà, qui court bien, qui a pu avoir un coach, il y a deux options. Soit effectivement, il a avec on va dire, la validation de ses acquis de l'expérience, une VAE qui s'est improvisée, à force d'avoir vu des coachs, à force d'avoir travaillé des trucs, il a peut-être ressenti ce qui fonctionnait un peu moins, et puis, ben, il va faire un mix qui sera peut-être pas parfait, mais il amènera des choses quand même, parce qu'il a une petite culture G sur le truc, et puis il aura peut-être des résultats, parce que les gens vont voilà, globalement, c'est pas le bout du monde de faire performer un petit peu des gens à partir du moment où ils s'engagent un peu dans le truc. Euh, Après, à côté de ça, tu peux aussi avoir des amateurs qui, certes, sont très bons, sont encadrés, mais ben, ont pas forcément le bagage, la compétence, ont beaucoup d'idées reçues parce que ben, ils ont vu un truc. Comme on dit, singe voit, singe fait, mais c'est pas forcément singe a compris, quoi. Donc, des fois, tu vois un truc, tu essaies de le reproduire plus ou moins bien. Et au fond, tu n'as quand même pas la compétence, la compréhension, les capacités d'analyse qui te permettent de t'adapter. De t'adapter. Je dirais un plan d'entraînement, c'est aussi un truc qui doit s'adapter à l'individu. C'est-à-dire que tu peux partir sur l'idée d'un plan au départ, sur plusieurs semaines. Voilà, puis tu le donnes à ton patient, tu le donnes à ton athlète, puis il se débrouille avec. Mais le meilleur des plans d'entraînement, c'est quand tu arrives à être un peu plus au quotidien, à proximité de ton athlète, et dire, ben, ok, t'en es où? On en est où des conditions climatiques? Ok, là, il fait super chaud, hein. On va peut-être limiter un peu le fractionné en 30-30 là à midi, hein. C'est peut-être pas l'heure idéale, le moment idéal. Tu as une VFC qui est dans les choux. T'as, Tu reviens d'un déplacement, tout ça, le décalage horaire, la fatigue, les nuits. Ta femme vient d'avoir un enfant ou tu viens d'avoir un enfant. C'est les petites choses qui vont jouer et c'est à ce moment-là où euh, toute la connaissance et l'expérience d'un pro va te permettre d'adapter un peu ton plan
et de faire. Des plans, tu peux en trouver n'importe où, hein. Tu cherches sur Internet, t'en trouves. Tu cherches dans les revues de running pour ceux qui lisent encore la presse papier, t'en trouves. Tu vas ouvrir Facebook, t'as bien un mec qui va te partager un plan. Maintenant, est-ce que ce plan, il est adapté à toi? Soit tu as quelqu'un qui n'est pas du métier, mais qui a pris suffisamment de culture G et qui pourra l'adapter. Soit tu es du métier, et là, normalement, avec tes connaissances et tes compétences et ton expérience, tu dois être en capacité d'adapter ton plan à l'individu. Voilà. Ça, c'est un peu mon point de vue. Après, les influenceurs, est-ce qu'ils sont tous bons? Bah, c'est comme partout, tu as de bons et tu as de mauvais influenceurs. Il y a des bons, il y a des mauvais kinés aussi. On a clairement des gens qui ont des compétences qui sont au top dans notre métier, mais qui, à mon avis, ne sont pas en capacité de faire un plan d'entraînement ou de prendre en charge un sportif, mais qui auront plein d'autres compétences sur un pied beau, une kiné-respi, une neuro, d'autres trucs. Et on a beaucoup de diversité dans nos métiers. Mais justement, cette diversité bah, elle doit pas nous faire oublier qu'on sait pas tout. On connaît beaucoup de choses quand on sort de l'école de kiné. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut progresser encore, et c'est ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a des offres en formation continue qui existent dans tous les domaines, pour tous les niveaux, pour tous les goûts. On peut développer son parcours pro vraiment comme on l'entend, et il y a de quoi faire. La formation, l'offre de formation, elle existe en partie, et on peut suivre des trucs et progresser. Après, ce que je pense des influenceurs, classiquement, je suis pas très très fan de ces trucs-là et de ces communications comme ça. Bon, on fait des vidéos parce qu'il faut se faire connaître et il faut montrer un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Mais quand vraiment on a l'impression que certains le font parce qu'ils ont un produit à nous vendre ou un truc à nous vendre, c'est assez désagréable, et j'ai envie de dire que parfois ceux qui communiquent le plus sont peut-être ceux qui pratiquent le moins. Et on a besoin de ces pratiques, de ces compétences qui sont issues de la pratique, etc., quoi. Dans les entraînements, tu m'as pas parlé des trucs lents, des footings ou des footings très très lents, et on n'a Ouais, pas parlé non plus de l'entraînement à jeun. À quoi ça sert du coup? Toi, tu me parlais beaucoup du rouge. Euh, ouais. à quoi ça sert d'être très De lent? temps en temps, s'entraîner aussi à bas régime, bah, ça peut permettre de maîtriser un peu certaines allures, des allures un peu plus lentes, de maîtriser d'autres types de foulées, de faire travailler le cardio à des fréquences qui sont un petit peu plus basses. Et ça aussi, il faut en mettre dans la semaine. Euh, Ça m'amène un peu sur le débat sur les sorties longues, parce qu'on a quand même des débats, hein, depuis quelques années sur les sorties longues. On sait qu'une sortie longue, finalement, faut pas qu'elle soit trop longue. Pourquoi? Parce que globalement, au-delà d'une heure et demie d'entraînement, on a peu d'adaptation. Donc tout ce qui se passe après une heure et demie, finalement, euh, crée peut-être un peu d'adaptation en résistance, en solidité, en endurance, mais finalement assez peu. Le gros de la perf, du progrès qu'on peut avoir, c'est dans la première heure et demie. On sait aussi que les sorties longues, on se dit on va y aller lent, vitesse constante, on a une forme de monotonie. On crée beaucoup de stress physique, hein, on crée beaucoup de fatigue, on crée beaucoup de courbatures, etc. Euh, Aujourd'hui, à la limite, vaut peut-être mieux faire une heure et demie, max 2 heures, quitte à moduler un peu l'effort dedans, faire un peu de fartlek ou, ou un peu de polarisé, ou des phases où on se bouge un petit peu quand même. Ce sera a priori plus bénéfique qu'une sortie longue, voilà, basique et standard. Maintenant, oui, il faut qu'on ait à un moment de notre entraînement un truc où le cœur va travailler à 100, 120 battements par minute, moins si on le peut, mais où le cœur arrive à travailler à des fréquences un petit peu plus basses, pas toujours être à fond de chez fond, quoi. Globalement, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut. Moi, ça me fait chier. J'aime pas les sorties longues, ça m'ennuie beaucoup. Mais qu'il faut faire de la borne. Et les marathoniens, ils adorent les sorties longues. Ils adorent passer des heures le week-end, je sais pas où. Ouais. Avec un petit truc, c'est que très souvent, quand ils le font, on vise 30 km, ce qui nous fait à peu près déjà 3 heures de sortie. Quand vraiment on veut faire de la sortie longue, les plus longues, hein, ça veut viser autour de 30 km.
Donc c'est très bien, c'est de la fatigue, c'est des trucs, mais on sait que la problématique, la vraie problématique, c'est un peu ce mur du marathonien, ce moment où on tombe en déficit un peu de glycogène. Ça arrive au-delà de 30, vers 32, 33 km, 34 km. Le mur, il est par là. Donc la question, c'est comment on va taper dans le mur? Est-ce qu'on fait des sorties très longues, avec une intensité faible à modérée? Ou est-ce qu'on trouve d'autres façons, comme des séances au seuil, on va aller travailler sur le recyclage de nos lactates? Est-ce qu'on peut trouver une modalité où on va taper plus rapidement notre stock de glycogène et améliorer peut-être production, consommation, gestion un peu de nos niveaux de glycogène? Je suis persuadé que là, des fractionnés longs ou des choses comme ça sont plus pertinents et plus intéressants pour aller affronter vraiment cette zone où il y a ce démon là du mur du marathon qui nous guette. Je pense qu'il vaut mieux aller taper finalement du fractionné long et se faire mal un peu là-dessus que de la sortie longue pure et dure. Alors, l'entraînement à jeun, comme on a les séances de seuil qui vont nous permettre d'aller travailler sur les lactates, l'entraînement à jeun, l'intérêt, c'est qu'on va aller travailler aussi sur le substrat énergétique graisse. Pour aller le chercher un petit peu nos graisses, il faut au moins qu'on ait 35-40 minutes d'entraînement. En dessous, on va pas aller chercher beaucoup. Quand on s'entraîne à utiliser les graisses, c'est une source d'énergie, c'est un des substrats d'énergie, de la filière aérobie. Et c'est bien d'aller s'entraîner, à aller la chercher. Ça nous permet de travailler un peu. On parlait du glycogène à l'instant sur le mur du marathonien. Ben, on va aller sur ces séances à jeun taper un petit peu plus dans nos stocks de glycogène et s'entraîner à travailler avec des stocks de glycogène peut-être un peu plus faibles. Pourquoi pas les travailler aussi un petit peu sur la perte de poids. Alors, même si on va se refaire une question perte de poids après, mais ça peut permettre d'aller travailler, encore une fois, un petit peu sur les graisses, plus que sur nos glucides. Donc, ça peut être une des stratégies dans la perte de poids. Dans les petits défauts alors, pour ceux qui ont du mal à petit déjeuner le matin, ok, on s'entraîne à jeun, c'est mon cas, j'aime pas petit déjeuner et j'aime encore moins aller courir avec un petit truc dans l'estomac. Je suis assez inconfortable avec ça. Ou alors, il faudrait que je me lève beaucoup plus tôt pour manger, attendre 3-4 heures que je vais bien digérer et ensuite je vais courir. Bref, je préfère aller courir à jeun. Mais la sortie, l'entraînement à jeun, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Alors la question c'est est-ce qu'on est très performant avec de l'entraînement à jeun? Peut-être pas. Mais par contre, est-ce que ça nous permet de travailler encore une fois le glycogène, les graisses, etc. Ouais, je pense que de coup, il faut qu'on ait quand même dans nos entraînements quelques sorties un peu à jeun pour aller s'entraîner un petit peu à ce mur du marathon. Et moi, Euh, je le fais très peu, j'aime pas ça du tout et je trouve que ça fatigue énormément. ouais, mais de temps en temps, voilà, ça peut être une petite difficulté qu'on s'ajoute en plus. Après, voilà, ça c'est aussi un peu les goûts de chacun. Ouais. Comme quoi, il y a la team j'aime pas trop courir à jeun et en face de toi, team plutôt je déteste courir avec un truc dans le ventre. Moi, les gens qui boivent un truc le matin, un jus de fruits, un café, un thé avant d'aller courir, je sais pas comment ils font. Je vais avoir envie de l'expulser très très rapidement. Donc, on va aller courir pour perdre du poids et tu as beaucoup de débutants qui se disent bah ça peut être une stratégie. Les gens qui courent, ils ont tous l'air d'être plutôt fit. Encore une fois, si on veut perdre du poids, on sait que c'est surtout à partir de 30-40 minutes qu'on va commencer à vraiment taper dans les graisses. Alors, on tape un petit peu avant, mais clairement, ça va être 5%, 10% de notre production d'énergie. Donc très très peu. On devient efficace au bout de 40 minutes. Mais quelqu'un qui débute, ça veut dire qu'il faut déjà qu'il aille courir au moins 40 minutes pour commencer à taper dans son stock de graisse. Ce qui n'est pas évident. Par contre, à la limite, si tu fais du fractionné ou des trucs à haute intensité, c'est-à-dire que tu fais des séquences très courtes, mais que tu te mets vraiment à fond, ok, tu vas faire peut-être que 30 secondes à fond, mais sur ces 30 secondes, alors bien sûr, tu vas utiliser toujours principalement tes filières anaérobie, la phosphocréatine, le cycle de Krebs, mais malgré tout, ta proportion de graisse que tu vas utiliser va augmenter un petit peu et tu vas quand même en bouffer sur ces 30 secondes parce qu'il y a un moment où
demande en termes d'énergie sera tellement importante que tu vas devoir l'épuiser dans tout ce qui peut te fournir dans l'énergie. Donc les fractionnés, c'est peut-être une façon un peu plus facile pour un débutant. Alors attention, parce que quand tu mets beaucoup d'énergie, que tu cours vite, faut aussi que tu aies un organisme, des tendons, des trucs qui soient à même de l'encaisser. Mais c'est peut-être plus facile à appréhender pour un débutant qui veut perdre un peu de poids et plus efficace en termes de perte de poids que de faire des sorties à vitesse lente, mais qui sont très 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 longues, qu'il va falloir souvent plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'arriver à ce niveau-là. Surtout sur quelqu'un de très très sédentaire. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant et c'est vrai que quand t'es en surpoids, c'est un cauchemar de courir. C'est hyper dur de faire 1 heure quand t'as pris beaucoup de poids. C'est hyper dur. Quand je vois Ouais. des gens qui commencent, je me dis, mais c'est horrible. Et tu penses, ouais, en plus, c'est vrai que le fractionné, t'as peut-être plus de plaisir, plus d'adrénaline. Ouais, puis Peut-être plus un tu peu. as cette alternance de temps dur, de temps de repos que tu apprécies particulièrement. Finalement, moi, à la limite, je trouve qu'une séance de... Ah, c'est très personnel, hein, mais mentalement, je trouve Ouais. qu'une séance de fractionné court, pour moi, est beaucoup plus facile qu'une séance au seuil, qu'un polarisé ou qu'une sortie longue. C'est à la limite fractionné. Ouais, ok, d'accord. Il y a des moments qui vont être durs, mais c'est rigolo. On a, comme tu dis, cette adrénaline, sûrement, cette excitation de se dire, ok, là, je vais crever vraiment sur place pendant 30 secondes. Mais on a ces 30 secondes de repos et puis on repart et finalement, après c'est toujours une question de goût, mais à la limite, ouais, fractionné, j'aime bien y aller. Voire Ok. bien y aller quand il fait chaud, mais c'est pas responsable. Mais ça, en plus, ça passe plus vite, ouais. C'est ça. Ouais, c'est une vraie drogue, hein, la course à pied. C'est une vraie drogue. Quand on y est, ouais, on a ce besoin, hein. En fait, j'ai quand je suis sur la Garmin, je la trouve géniale parce qu'elle a toutes ces fonctions finalement un peu entraînement qui sont super. Le matin, elle va te conseiller de te dire tiens, va plutôt sur une séance dure, va plutôt sur une séance pas dure. Tiens, c'est le bon jour pour t'entraîner, c'est pas le bon jour pour t'entraîner. Tiens, en ce moment, tu es plutôt dans une phase où tu progresses, voire pic de perf, voire tu es une phase où tu te déconditionnes. J'adore ces indicateurs chez Garmin que je retrouve pas sur l'Apple Watch. La Garmin permet de faire des tests de VMA aussi, hein, donc ça permet de se situer un petit peu. Il y a des programmes où il va dire, bah tiens, va courir. Il te calcule ta VMA, il est capable de te faire des plans d'entraînement un petit peu derrière avec tout ça. Mais longtemps, je me suis dit, ah, j'adore aussi l'autonomie de la Garmin qui est super, qui peut tenir des jours et des jours, y compris avec des séances. C'est bien quand tu pars en vacances. Mais longtemps, j'ai trouvé que l'écran de la Garmin, alors ça a changé hein, depuis, Hmm. ils les améliorent, ils ont des écrans OLED. Ouais, ils sont Mais plus. quand on était, j'ai eu Phoenix 4, non, j'ai eu Phoenix 3, j'ai dû avoir la 4 ou la 5. Je sais pas si je suis pas passé sur la 6 ensuite. Euh, L'écran à l'époque il était basique, il était monochrome, j'aimais pas trop. Et puis je repartais à chaque fois sur l'Apple Watch, mais l'Apple Watch, j'aimais pas les modèles qui étaient trop petits parce que je trouvais que l'écran, il était pas aussi gros que la Garmin, mais il y avait toutes les fonctions avec Siri, avec les messages, avec les mails, avec le paiement sans contact, avec Apple Pay, que la Garmin fait aussi, mais je trouve qu'il le fait pas aussi bien qu'Apple. Et puis du coup, quand j'ai l'Apple Watch, je trouve surtout bah, sans leur faire de pub, mais les dernières, les Apple Watch Ultra, au moins l'écran est plus grand. J'adore tout ce qui est en dehors de la course à pied. Sur la course à pied, je trouve que l'appli est très limitée pour faire les programmes d'entraînement, tout ça, mais ça fait le minimum. Mais voilà, faudrait qu'il y ait des progrès. En fait, quand j'ai l'Apple Watch, la Garmin me manque sur certains aspects, et quand j'ai la Garmin, c'est l'Apple Watch qui me manque sur d'autres aspects. Voilà. Après, j'ai essayé Sunto, Polar. J'ai pas trouvé mon bonheur, mais encore une fois, c'est des trucs qui sont très très personnels. Vraiment, la montre, c'est l'objet, surtout maintenant, c'est l'objet connecté le plus personnel qu'on puisse avoir. Presque plus personnel à la limite que notre téléphone. Moi, c'est le truc dont je peux pas me passer. Je peux pas vivre sans une montre, sans toutes les fonctionnalités. J'adore les montres mécaniques, mais il y a tellement de fonctionnalités, de trucs geeks qu'on a sur une montre aujourd'hui. Quand on fait du sport, qu'on voyage, qu'on a les trucs, les fuseaux horaires, les machins, je peux pas me passer de ces montres-là. Mais j'arrive pas à trouver mon bonheur. Quelqu'un qui veut faire que de la course à pied, euh, sans parler des marques que je connais moins, mais voilà, j'irai sur Garmin si c'est pour faire que de la course à pied. Clairement, ils ont des fonctions qui sont complètement folles sur la course à pied, qui sont géniales. Les séances d'entraînement sont gérées. Je trouve,
Mais il faut qu'il progresse sur tout le reste, ou alors qu'Apple progresse sur tout ce qui est sport. Il y a ce petit truc. Au moins, on a le choix. Ouais, c'est vrai que c'est absolument génial. Ouais. Ça a changé maintenant, il n'y a plus personne qui court sans sa Sans montre montre, ouais. connectée, sans son Strava, sans son machin. Et, On est tous. et au passage, on s'était rendu compte d'un truc. Vraiment, ça c'est pratique quotidienne, hein, pure et dure. euh, sur des gens qui ont leur smartphone en brassard comme ça. En fait, les gens, à force de regarder beaucoup leur smartphone, euh, très souvent, c'est des gens chez qui on retrouvait en analyse de foulée une forme d'asymétrie de bras. Donc, avec un bras qui était très près du corps, une épaule un peu projetée vers l'avant, et un autre bras qui était très mobile. Alors, les Kenyans ont souvent ça parce que ben, ils apprennent à courir en allant à l'école, donc ils apprennent à courir avec leur cahier, leur bouquin de cours et tous ces trucs-là sous un bras. Et puis, ben, il y a un bras qui bouge et l'autre qui bouge pas. Puis nous, ben, finalement, on développe ces asymétries à force d'avoir les téléphones sur le bras, alors que ben, la montre. Bon, voilà, on a un petit coup d'œil sur la montre et c'est plutôt pas mal. Je garde le téléphone toujours parce que j'ai ce besoin de pouvoir être joint ou la sûreté d'être localisé. Si tu sais, tu te dis toujours un téléphone se localise loin et si tu fais ton infarct tout seul Ouais, c'est exactement, je au pense fin fond de pareil. la Ouais, forêt, je me dis bon bah au moins mon épouse me retrouvera peut-être ou ouais, pas, ou on lui ramènera son corps, mon corps froid dans quelques jours. Mais bon, au moins ouais, je trouve que la montre est beaucoup plus sympa pour courir que le téléphone en tout cas. ouais, non, c'est formidable. Moi, je m'en sers pas pour qu'elle programme mes entraînements, mais pour regarder tous les intervalles et puis de garder de l'information sur les entraînements. Je trouve que c'est hyper pratique. Et je suis comme toi, je cours avec le téléphone en cas d'incident, d'accident, de tout. Je Mm. trouve que c'est quand même précieux. Mais en termes de prévention de blessures, je trouve que l'outil, l'algorithme, la règle des 10%, la durée de la séance, l'intensité de la séance, les critères d'accélération, les critères de pente, les dénivelés, tous ces trucs-là, entre guillemets, l'algorithme de la montre a ces données-là. Elle a nos données de repos, elle a nos données cardiaques, elle a tous ces trucs. Et du coup, l'outil de prévision un petit peu de dire vas-y ou vas-y un peu moins, euh, pour la perf et pour les blessures, euh, je pense qu'elles font le boulot presque mieux que nous aujourd'hui. Elles ont beaucoup plus que d'infos et de données que nous on peut avoir. Et ça, c'est un outil dont il faut pas se passer, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je te dis au début, c'est qu'elle m'énerve un peu parce si je l'écoute, je zappe 2 séances sur 3, quoi. Euh, Ouais, et ouais, et ça marche pas bien en salle. Bah, parce qu'il y a pas avec le satellite, on tape pas bien les vitesses, t'as pas bien les trucs, quand tu fais ouais. du tapis, Ou alors faudrait qu'il y ait une connectivité avec le tapis, ouais. avec l'équipement, le tapis sur lequel on court, le vélo sur lequel on roule, etc. Mais bon, ouais, ça viendra, ils essaient de bosser dessus aussi. Là, je suis convaincu par contre que les montres, nos capteurs vont prendre de plus en plus de place, fournir de plus en plus d'infos, que les IA vont fournir de plus en plus d'infos de ce côté-là. Et on va rapidement, à mon avis, avoir de l'IA qui va peut-être pas supplanter le coach ou le kiné, mais qui en tout cas va être d'une énorme assistance pour ça, où le truc va dire, OK, il le fait déjà un peu, mais là il va nous dire, il pourra nous publier un petit rapport en disant, bon alors si on veut gagner de la perf là maintenant, il faudra aller viser plutôt tel ou tel paramètre, ou au contraire si on veut prévenir la blessure là, ou si on veut être sur une phase de reprise en cours de blessure, je pense que les montres pourront vraiment nous guider sur cette partie de la gestion de la charge d'entraînement, de la gestion de toutes ces contraintes physiques, parce que ben, ils ont toutes les données et qu'aujourd'hui, le traitement de ces données se fait souvent dans des clubs pro par des humains qui interprètent tout ça, mais que l'informatique va rapidement nous aider. Alors, c'est peut-être le cas sur des logiciels pro, mais pour moi, c'est un truc qui doit arriver d'ici 2 3 ans, grand max, dans les montres. Je sais que j'ai des potes qui m'ont dit, bah attends, je suis allé regarder sur ChatGPT ou d'autres IA, un petit peu, de lui donner un peu mes données, des perfs, des trucs, et le truc mouline et reprogramme des plans d'entraînement qui tiennent à peu près la route, quoi. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je fais entraînement en club. Je lui fais des screens de mon application Garmin et de tous mes intervalles. Et c'est ChatGPT qui fait mes seuils. Et le Et, matin, je fais jour après jour. Mais le matin, ouais. je lui dis, j'ai mal, j'ai pas mal, et j'ai envie de faire un seuil. Machin, il me dit, bah là, gros seuil, petit seuil, moyen seuil. Je cours le midi, je cours le soir, etc. Mais je fais ça, ouais. Je fais des screens de mon app Garmin que je mets dans une conversation de Et, ChatGPT, et et, ça marche fort, hein. mais c'est ce qui est complètement fou. Après, ce qui est encore plus
plus fou, c'est de se dire là, tu lui donnes pas toutes les infos, mais s'il avait Ouais. ta VFC, s'il avait tes fréquences cardiaques, la qualité de ton sommeil, les trucs, peut-être qu'il pourrait mouliner encore plus tout ça et aller t'améliorer encore plus. Ouais. Mais C'est puis passionnant. Ça remplace pas l'humain, mais pour moi, ça complète beaucoup l'humain.